Le cerveau est assez archaïque, donc en quoi la nourriture, ça le rassure? Pour moi, le cadre donne la liberté. J'ai beaucoup de mecs qui viennent me voir en coaching. Et en fait, le déclenchement, c'est j'ai eu un enfant en bas âge. On s'adapte aussi en fonction du temps, de la lumière. J'adorais un podcast qui interviewe tous les gens qui ont échoué. Un des amis de mon fils, qui n'a pas d'eau en journée, il a que des jus d'orange. Bienvenue dans Corps et Esprit, Le média qui muscle votre corps et renforce votre esprit. avec Meryl, Et Flavio. fondateur de Pareto Santé, le coaching ultra personnalisé pour entrepreneurs et cadres. Et de Nutripreneur, les compléments alimentaires français et naturels pour améliorer votre énergie, votre sommeil et réduire votre stress. Chaque semaine, on explore la santé physique et mentale pour vous aider à maigrir. Déborder d'énergie et accomplir vos projets les plus fous. Bon épisode. Bon les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Corps et Esprit. Aujourd'hui avec Meryl, on est très content parce qu'on reçoit Jérémy, Ouais. aka Monsieur Productivité. Ouais. Je peux t'appeler comme ça? Tu peux m'appeler comme ça, C'est appelle-moi stylé comme en tu vrai. veux. C'est stylé, ça peut l'être. Comment vas-tu? Ça va très bien, content d'être là. Ouais, on est très content aussi. Juste avant qu'on te lance sur pas mal de sujets. Qu'on me le lance. Ouais, Bon courage. on va bien te lancer là. Fin de journée, t'es à 200%. Complètement. Pour tous ceux qui nous écoutent, pensez à télécharger le e-book qu'on vous mettra en description. Comme ça, on vous résume tout l'épisode. Ça évitera de prendre des notes. Et comme ça, vous pouvez vous concentrer sur la douce voix de ce cher Jérémy. Voix très hypnotisante. Chose qui a été dite sur le dernier podcast en C'est vrai commentaire. Cet homme a une belle voix, il explique bien. Ah, merci beaucoup. Tu pourras aller Ah, Ouais, vérifier. ça, clair, c'est un sacré compliment, je trouve. T'as hein. bossé ta voix? Non. Non? Je voudrais la bosser, mais je prends pas le temps de la bosser. Je sais pas si t'en as besoin vu les retours. Ah, je pense, on peut toujours s'améliorer, je pense. Ouais, c'est sûr. Hein. Productivité. Non, mais en vrai, trop cool de te recevoir. On a parlé beaucoup de productivité. Ouais. C'était le premier sujet de podcast. Là, ça va être un peu la suite. Ce sera un peu une V2. Et en plus, ça va être lié un peu à la période hivernale où on sait que on va entrer dans une période très compliquée pour les gens. Mais est-ce que déjà, tu peux un peu réexpliquer, parce que tu parles beaucoup de neuroproductivité, qu'est-ce que ça entend? Qu'est-ce que tu entends par là, tu vois? Simplement en créant ce concept-là, en fait, je voulais replacer l'être humain au centre de l'équation de la productivité. C'est un peu mon combat, car beaucoup de coachs en productivité ne jurent que par les outils, que par les templates, que par les processus. Et en fait, on parle jamais d'humain. C'est bien sympa d'avoir une super bagnole. Si tu sais pas la conduire ou t'es fatigué, t'iras pas très vite avec, quoi. Donc c'est un peu le concept, vraiment, c'est replacer l'humain, sa physiologie, son optimisation, avant de parler d'outils et de méthodes. Ok. Tout simplement. Qu'est-ce qu'un mauvais outil du coup? Tous les outils sont mauvais, je pense, dès lors que l'humain n'est pas bon pour les utiliser. Ok. En fait, tu peux perdre ton temps sur une template Notion pendant 6 mois, la paramétrer et l'optimiser, mais si tu dors mal, en fait, à la boîte parfaite, tu bosseras pas. C'est comme vous, par rapport au sport, c'est pareil. Ok, D'abord, oui, un oui. super programme, tu dors pas, tu manges mal, etc. Les résultats vont pas arriver. Ouais. Parce que le corps se bloque en mode survie, tu capitalises du gras pour, au cas où s'il y a un danger, et tu sèches pas. Donc on est Ok. pareil. Donc toi, ce que tu veux dire, en fait, c'est que tous les coachs qui te disent tiens, je t'ai fait un template pour te faire gagner du temps, toi, t'es en mode mec, commence par bien dormir, quoi. Ouais. En gros. Vraiment, oui. Parce qu'on peut être productif sans template, mais pas sans dormir. C'est quoi du coup, qu'est-ce que tu ferais pour rendre quelqu'un plus productif? Moi, je commence vraiment par l'augmentation des ressources physiologiques. Pour moi, c'est la base, vraiment avoir l'énergie pour faire ce qu'on a à faire. Car, selon moi, le cerveau n'est pas programmé pour être productif. C'est le titre de mon livre, d'ailleurs. Qu'on a lu. Mais- D'ailleurs, j'aurais dû te l'amener pour une dédicace. J'ai Là, je peux oublié. te dédicacer celui-là, j'en ai plus un chez moi. Donc... Je l'aurais en double, à chaque fois que tu passes, je tu le repars avec ramènes à un la capsule, livre. comme ça, il m'en reste un. Et donc, l'idée, c'est que la survie passe avant tout par l'énergie. L'énergie, c'est la ressource, soit pour combattre un danger, soit pour s'enfuir face à un danger. C'est comme ça qu'on a évolué durant des millions d'années. Donc, aujourd'hui, si on n'a pas d'énergie, en fait, le corps se sent en insécurité et être productif, pour lui, c'est le cadet de ses soucis. Ouais. Et en fait, j'ai théorisé quelque chose que j'appelle les ZRP. Et c'est vraiment un élément sur lequel j'insiste avec les clients avec qui je travaille. Les ZRP, c'est pour zone de recharge physiologique. En effet, on parle beaucoup de comment s'organiser, comment gérer ses tâches, etc. Ouais, moi, je te demande quoi? Plutôt de prendre un agenda et de commencer par bloquer tout ce qui vient augmenter tes niveaux d'énergie. Bloque ton sommeil, bloque ton repas, bloque ton sport, bloque ton temps avec les autres, bloque tes pauses. Et après, autour de ça, tu commences à mettre tes tâches. En effet, tu pars pas en vacances avant de faire le plein. Ouais. Tu commences pas à bosser avant d'avoir l'énergie pour bosser. Parce que ce qui te vole de l'énergie n'est pas à prioriser par rapport à ce qui peut t'en apporter. Est-ce qu'il n'y a pas justement un côté surproductivité où les gens ils vont se dire ok, mais du coup, toute ma vie, elle est millimétrée, ça me pose problème, j'ai l'impression de pas avoir la liberté. Je sais pas, est-ce que quand même tu millimètres sur des choses essentielles, quand même. Et en plus, c'est là où tu peux justement être plus efficace sur le reste. Donc ça, on le sait très bien, hein, c'est vraiment la notion de routine qui offre la liberté. Pour moi, le cadre donne la liberté. C'est comme ça, parce que sans ce cadre-là, il n'y a pas d'énergie, dans ma vision des choses, encore une fois. Donc on peut pas faire le reste efficacement. Donc je pense que ça bloque plus de ne pas le faire que de le faire. Ouais, comme tu dis, c'est la base de tout. Donc si C'est la déjà base, en toi,
t'as pas l'énergie pour, qu'est-ce que tu veux faire Oui, autre parce chose? que t'as beau être libre sans énergie, bah t'iras pas bien loin non plus, quoi. Surtout que généralement, tu te rends compte qu'une fois que tu as mis en place un bon sommeil, un bon sport, une routine de voir les gens et tout, tu te rends compte que tu peux pas revenir en arrière. En fait, ça te fait Complètement. tellement du Bien bien. sûr. Nous, les premiers, on est dans la santé, on voit très bien tout ce qu'on met en place, mais pour rien au monde, on pourrait revenir en arrière, manger des produits transformés, pas prendre de temps pour dormir, pas prendre le temps pour faire du sport, pas prendre le temps pour faire des siestes, pour récupérer et tout. Ce serait impossible. Ouais, en plus, Sans être prisonnier, tu vois. Mais... et on est fait pour, en fait. Le mode de vie humain de base est celui-ci, en fait. Mm. Aujourd'hui, on nous a retiré effectivement ces éléments-là du quotidien, mais on est fait pour. On est fait pour bouger, être actif. Pas pour rester assis devant un écran pendant 8 heures par jour. Non. Et en plus, je dis ça, mais les gens aujourd'hui, c'est plus je m'allonge, donc je dors, je m'assois pour manger, je prends le métro, je suis assis, je bosse, je suis assis, je rentre, je suis assis, après je dors. C'est compliqué, en fait. La sédentarité, c'est un fléau terrible. Mais d'ailleurs, tu sais, les fameux 10 000 pas. Oui. Moi, je me dis, mais ça dure 1h30. Donc, tu fais quoi pendant 22h30? Oui. Non, mais dans l'idée, je sais que tout le monde ne peut pas faire 30 000 pas par jour, mais factuellement, marcher 1h30 dans la journée, réparti en, tu vois, c'est toi qui avais dit, c'est la première fois que je l'avais appris, ça sert à rien de faire 10 000 d'un coup, il faut faire 2 000, 2 000, 2 000. Dans ma vision des choses, effectivement, Non, mais pour ça, moi, c'est logique en vrai. je divise le sport en deux axes. Je divise l'intensité de la fréquence. L'intensité, c'est pour vraiment potentiellement la prise de masse musculaire, pour tout ce qui est production de BDNF. Et après, la fréquence, par contre, c'est pour lutter contre la sédentarité. Et tu luttes pas de 8 heures de position assise par 1 heure de marche ou 1h30 de marche. Tu luttes par la fréquence, tout simplement, des pas que tu viens faire au quotidien. Je préfère faire 7000 pas à la journée que 10 000 d'un coup, tout simplement. Ouais. Et en plus, quand tu places stratégiquement ces pas-là, tu es plus productif parce que tu recharges ton cerveau par différents protocoles. On peut en parler si vous le souhaitez, notamment la Ouais. magnéocellulaire. C'est parti. Vraiment, le protocole de magnéocellulaire, il est important à comprendre aujourd'hui. En fait, quand tu travailles, et c'est le cas actuellement pour nous, on est en mode travail, même si c'est un peu détente, on a un mode de vue qui est simplement appelé le mode vergence. Le regard converge sur un point. Là, je regarde de Meryl, je regarde de Flavio, je vois la caméra typiquement. Donc on a un cône en fait qui est large à la base et qui vient être plus étroit à la fin. Pardon. Ce mode-là, il est génial pour augmenter la production de ce qu'on appelle des catécholamines. Donc des neurotransmetteurs, on va dire, pour faire simple, très intéressants pour la productivité, la concentration et l'efficacité. Sauf que naturellement, par cette production, on vient s'épuiser. C'est un coût énergétique, on brûle notamment des acides aminés et j'en passe. L'idée, c'est qu'il faut recharger régulièrement ce mode-là parce que quand on n'a plus ces ressources pour être concentré, naturellement, on ne peut plus l'être. C'est comme le réservoir qui est vide dans une voiture. Et pour le recharger, il faut quitter le mode, du coup, vergence dont je vais parler, pour un mode qu'on appelle magnocellulaire. Magnocellulaire, c'est inverser le cône. C'est le cône est étroit au départ, après il s'élargit. C'est voir sur les côtés et voir en profondeur. Et en faisant cela, notamment par la marche en extérieur, c'est génial parce qu'il y a des bâtiments, il y a la nature, il y a différentes choses avec différents niveaux, on va dire, d'éloignement. Eh bien, on vient reposer le cerveau, ce qui augmente du coup les réserves de neurotransmetteurs et donc on peut retravailler efficacement. Parce qu'il ne doit pas se concentrer sur ça. Il doit pas se concentrer sur un truc très précis Complètement. qui demande beaucoup d'énergie. Je pense qu'on le voit bien, quand on doit être très minutieux, ça demande d'énergie. Toi, tu dis que vraiment, d'aller voir ailleurs et tout, d'ouvrir le champ de vision, ça fait du bien. Okay. D'où l'importance de ne pas avoir son portable, notamment, constamment sous les yeux quand on va marcher. Okay. Ou comme l'a dit Paul dans le podcast précédent que j'ai fait aujourd'hui, marcher sur un tapis, c'est bien sympa. Mais du coup, tu te fais l'économie de ce mode, encore une fois, magnocellulaire, qui est si important. Donc rien ne vaut la marche en extérieur. Ouais, le tapis de marche pour le bureau, c'est pas mal quand on a des appels, mais ça remplace pas la marche en Ça ne extérieur. remplace pas. Non, on est bien d'accord. C'est aussi important, si je me trompe pas, pour tout ce qui est myopie, le fait de fixer des points loin. Certainement, je ne suis pas victime de myopie, mais je pense que oui, ça fait sens. Non, parce que tu vois, j'avais lu un super article sur ça qui expliquait qu'en fait, c'était aussi les livres qui rendaient myope, parce qu'en fait, comme tu as le livre qui est collé, bah, ton œil ne développe pas la vision lointaine. C'est pour ça que les myopes voient de très près uniquement. Mais ok, super intéressant. Et attends, t'as dit un truc sur lequel je voulais rebondir. Sur l'extérieur ? Non, de se concentrer sur une tâche très précise. Ah oui, non, tu parlais aussi du coup il faut marcher pour être plus productif. Mais je vais te poser une question, mais pourquoi on a besoin d'être plus productif en fait ? C'est intéressant comme question. Mais en fait, est-ce qu'on a besoin de l'aide ? Je ne sais pas, mais est-ce que la société l'impose ? Oui. Ok, d'accord. Bah, allons dans ce sujet alors. Toi, t'es en mode, en fait, c'est pas utile, mais dans l'ère à laquelle on est, ça fait sens. Mais en fait, tu n'as pas le choix d'être productif pour, entre guillemets, gagner de l'argent efficacement sans pour autant dépenser tout ton temps pour gagner de l'argent. C'est ce que j'avais demandé, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et même de travailleurs qui sont un peu prisonniers de leur agenda et de leur productivité en mode bosser, mais à quel prix en fait ? Parce que du coup, t'as pas de temps pour toi, tu peux rien faire et tout. Donc ça, c'est un peu l'idée de la productivité dans le sens travailler plus efficacement, mais moins longtemps peut-être. Moi, je vais me faire appel aux travaux de Kenneth Craig pour parler un peu de ça. Kenneth Craig, c'est la personne qui a théorisé les modèles du monde. En fait, comme quoi le cerveau humain, en fait, qui est dans une boîte noire qui est le crâne, se fait une représentation du monde qui l'entoure, qui lui est propre et qui lui est personnel. Ton modèle, c'est le tien, ta vision, c'est la tienne, la mienne, c'est la mienne. L'exemple parlant par rapport à ça, quand j'ai couru ma première Spartan Race, dont on parlait tout à l'heure, j'ai couru avec quelqu'un qui s'appelait Martial et qui lui avait peur de l'eau.
Ok. Parce qu'un jour, il a fait se noyer quand il était petit. Du coup, dans son cerveau, en fait, fut engrammée l'information comme quoi eau égale danger. Pour moi, eau égale jeu. Ouais. Pourtant, c'est le même élément, etc. Sauf que son passé a fait qu'aujourd'hui, il a peur de l'eau. Et donc, c'est son modèle du monde. Et le fait est, c'est que le modèle du monde d'une personne se bâtit selon les informations qu'on va recevoir depuis l'enfance. Certains modèles sont acquis. Typiquement, depuis l'enfance, par exemple, la gravité. C'est pour ça qu'un bébé vient lâcher constamment une cuillère pour voir si elle tombe ou pas, pour valider ce modèle-là. Mais d'autres, effectivement, sont construits. Et on a construit, en fait, un modèle du monde de la productivité qu'on a encore aujourd'hui, qui est issu simplement du Fordisme et du Taylorisme, où le temps de travail induit le résultat de la production. Plus tu restes longtemps sur une chaîne de production, naturellement, plus de pièces seront bâties à la fin de la journée. C'est logique. Sauf qu'aujourd'hui, on a quitté, pour beaucoup de personnes, c'est votre cas, c'est mon cas, ce monde-là, pour un modèle plus, on va dire, du travail de la connaissance en quelque sorte. Et dans ce monde-là, ce n'est plus le facteur temps qui est intéressant, c'est la combinaison de l'intensité et de l'efficacité. Donc en fait, aujourd'hui, le temps, on peut le décorréler des résultats, vous le savez très bien, vous aussi. L'intensité, c'est quoi ? Simplement, c'est l'énergie qu'on peut allouer sur une tâche donnée à un instant T. D'où l'importance de savoir quand travailler sur quoi, notamment en lien avec la chronobiologie, le rythme ultradien, on pourra en parler après. Et la qualité, vraiment, c'est la partie plus compétence cognitive. C'est comment faire son travail efficacement, sans procrastiner, sans être démotivé, sans faire d'erreurs. Aujourd'hui, on peut littéralement décorréler, c'est un bel avantage qu'on a nous aujourd'hui, le temps des résultats. Donc il faut changer le modèle du monde pour pas être enfermé, comme te le dit toi Meryl, dans un modèle où plus je travaille, plus j'ai des résultats. Parce que c'est faux. Et ça, on le sait notamment depuis les travaux d'Henri Laborit, c'est ça, comme quoi la productivité décroît. J'aime bien citer les gens. Comme quoi la productivité, effectivement, décroît au-delà d'un certain seuil, jusqu'à devenir négative. Donc, en fait, plus tu bosses, au bout d'un moment, tu as un point d'inflexion qui correspond souvent au rythme ultradien, où d'un coup, tu fais plus d'erreurs que d'effets positifs en continuant à travailler. D'où l'importance de prendre une pause à ce moment-là. Le rythme ultradien, on peut en parler si vous le souhaitez. On va aller juste vas-y. quelque chose avant. C'est qu'effectivement, donc il y a plein de tâches, toi, le message que tu portes, c'est qu'on peut les faire en 3 heures. Je caricature, on peut les faire en 1 heure. Sauf par contre, on a un podcast, au bout d'un moment, si on a prévu 1h30, on a prévu 1h30. Bien sûr. Par contre, on peut le préparer en 10 minutes ou le préparer en 2 heures. Aussi, on pourrait le faire en 30 minutes si on veut. C'est vrai. Tu le cadres plus, on va à l'essentiel et on peut. Mais ça marche pas sur YouTube. C'est moins intéressant aussi. C'est moins intéressant. Ça dépend pourquoi aussi tu optimises. Là, ce que vous cherchez, c'est vraiment l'échange, la dynamique, etc. Voilà, c'est intéressant. Donc, c'est quoi de tout ce dont tu as parlé, là, Ultradian Ultradien, c'est les travaux vraiment initialement découverts par, du moins faits par Nathaniel Kleitman et après par Tony Schwartz. Ils ont démontré simplement que l'on ne peut pas tout simplement être efficace et productif sur un rythme qui excède les 1h30. Ah ouais, donc c'est en assez moyenne. court. En moyenne, encore une fois. Pourquoi ? Parce qu'après 1h30, vraiment de travail concentré sur une tâche donnée avec beaucoup d'efficacité sans se disperser, on brûle encore une fois trop de neurotransmetteurs. On en revient à l'échange qu'on a eu précédemment. Et donc sans recharge, sans essence, on va dire, on va se fatiguer. Tony Schwartz recommande la règle du 90-20, il me semble. C'est 1h30 de travail et 20 minutes de pause. Donc, très loin de la méthode Pomodoro qui dit 25-25. Moi, j'ai jamais été fan de cette méthode parce que je me dis, mais 20 minutes, c'est le temps de te mettre dans le taf, quoi. Ça dépend encore une fois d'où part la personne initialement. Toujours. Une personne qui est vraiment matrixée par TikTok, Instagram avec des formats très très courts aura du mal à tenir 1h30. C'est très compliqué. Donc là, 25 minutes peut être intéressant. Moi, ce que j'aime bien avec Pomodoro, en fait, c'est vraiment cette notion de alterner travail et pause. Parce que la pause est induite dans le processus. Et c'est là que c'est intéressant. Et dans les pauses, du coup, tu as dit 1h30 de travail, 20 minutes de pause. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans les pauses ? Est-ce que tu fais différents types de pauses en fonction du moment de la journée ? Oui, c'est une très bonne question. Une bonne pause, c'est vraiment un mode de travail du cerveau qui est opposé au mode précédent. Ouais. Donc typiquement, tu travailles sur un dossier compliqué, soit dans le physique sur ta pause, soit sur de la marche, du mouvement. Par contre, t'es maçon ou autre, etc., pourquoi pas une pause Candy Crush ? Je vais pas la déconseiller parce que c'est encore différent. Mais c'est trop bien cette vision de pas culpabiliser. En fait, t'as raison. Le mec, il a un métier manuel, tu vas pas faire une pause avec des pompes et des marches. Il n'y a aucun intérêt. Donc, tu as différentes pauses. Tu as les pauses, on va dire, micro. Donc, c'est pauses de 10, 15, 20 minutes entre 2 sessions de 1h30. Moi, j'aime bien la marche personnellement. Et après, tu as les pauses, par contre, plus macro à l'échelle de la journée. Donc, tu as le sommeil, qui est une pause obligatoire et nécessaire. Mais tu as aussi la pause du midi. Ouais. Et là aussi, ce qui est intéressant de comprendre durant le midi, c'est que ce n'est pas un temps qui est perdu, c'est un temps qui est investi pour la seconde partie de journée. En effet, quand tu as beaucoup travaillé le matin, potentiellement, tu as fait 2 cycles de 1h30, il faut que tu puisses te recharger le midi. Tu te recharges par 3 éléments. Encore une fois, par la marche, pour cette notion, encore une fois, de magnocellulaire qui est si importante et pour le mouvement que ça induit. Tu te recharges par l'alimentation. Et même, j'aime bien me recharger par une sieste, moi. Sieste ou NSDR aussi. Peut-être que vous connaissez le NSDR, on pourra en parler si vous le souhaitez. Qu'est-ce que tu appelles NSDR ? Non-sleep deep rest. Ah oui, donc en gros, tu fermes les yeux sans forcément dormir ? C'est ça, en fait. Tu n'arrives pas en profond. Ouais, tu rentres pas en profond. En fait, c'est Andrew Berman qui l'a beaucoup popularisé, mais ça vient initialement du yoga nidra. En fait, c'est un scan corporel
où tu viens quitter l'extéroception, le fait de penser constamment aux autres choses. En fait, c'est la dopamine qui vient médier ce côté de je pense à l'avenir pour revenir plus sur la sérotonine, plus sur toi-même. Donc en fait, tu as des guidages par rapport à ça. Il y a Cédric Michel qui en fait des très très bons sur YouTube, où tu viens commencer par essayer de capter des sons dans l'environnement, des sons de plus en plus proches, après tu te recentres sur toi. Et après tu fais un scan corporel. Et ça fait une réinitialisation de tes circuits dopaminergiques. Ah, C'est donc super pas mal, intéressant. on a besoin du coup pour Ouais. repartir. Et ça, c'est essentiel pour les gens qui nous écoutent, qui sont salariés, où tu peux pas dormir au travail. Ça, tu peux le faire parce que tu dors pas réellement. Moi, dès que je viens typiquement tourner dans le studio, je fais une sieste, du moins un NSDR, dans le Uber. Ok. Et j'en fais une souvent après aussi. Ça dure combien de temps? Tu as différents formats, je dirais entre 10 et 20 minutes, donc c'est assez court en plus. On Ok. ferme les yeux du coup pendant. On peut fermer les yeux, moi je les ferme. Parce que tu te concentres un peu plus peut-être sur toi quand tu fermes En les fait, yeux. tu dors à moitié, c'est un peu l'état second quand tu commences à tomber dans le sommeil Ok. qui vient se produire là. J'ai trop hâte d'essayer. Ouais, c'est génial le NSDR. Et après, il y a la notion évidemment de l'alimentation. L'alimentation, c'est intéressant sur l'aspect qualité, je vais pas vous l'apprendre. Notamment, j'aime bien l'adage de Charles Poliquins, je mange rien d'autre que ce qui vole, nage, court, pousse dans un arbre ou dans la terre. Ouais. Voilà, que des produits bruts tout simplement. Mais certes, la qualité est importante, mais également le type d'aliment est important. Je mange pas pareil le midi et le soir. Ouais, la chrononutrition. Ouais, chrononutrition, l'importance du camp encore une fois. Moi, le midi, je mange extrêmement léger. J'ai un repas qui ne sait pas les 700 calories. Ce qui pour les bras qu'il a. Et sachant que je ne mange pas le matin. c'est très léger. Et je mange pas le matin. Ah ouais? Pourquoi T'aimes pas J'aime bien, déjà, j'ai pas faim le matin, Bon, bah déjà, ça répond à la question. tout simplement, donc je me force pas à aller contre mes besoins et mes envies. Et en plus, je suis moins productif en mangeant le matin généralement. Parce qu'en fait, on sous-estime le coût énergétique lié à la digestion. Bah, Meryl, par exemple, c'est une femme qui se lève, qui est affamée. Ah ouais. C'est une femme, ça joue aussi beaucoup. Les Ouais. besoins caloriques d'une femme sont différents d'un homme, en quantité, mais aussi en répartition. Oui, mais même sur les lipides, les par rapport aux glucides et tout. Ouais, mais je sais, mais c'est vrai que le matin, moi, parce que le petit déj que je prends fait en sorte aussi que je digère sûr. bien Mmh. et qu'après, il me donne de l'énergie. Effectivement, si le matin, je me lève et je mange des produits industriels, des céréales ou même des viennoiseries, je peux dire que là, ça me donne pas d'énergie. sûr. Donc, il y a aussi une notion, il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas, mais aussi, ou alors qui mangent, qui sont plombés. Donc, du coup, ils se disent, bah, alors, je mange pas, j'arrête de manger, donc ça va mieux. Mais c'est juste qu'ils ont un mauvais petit déj de base, tu vois. Et donc, ça Complètement. les aide pas non plus sur la productivité, sur l'énergie en général. Donc effectivement, pas de repas le matin. Un repas léger le midi, souvent, c'est des protéines maigres, donc soit du poisson blanc, soit de la viande blanche, ou des œufs, parce que j'adore les œufs. Des légumes, quasiment à volonté, parce que j'adore ça, et des matières grasses. Et on s'arrête là. Pourquoi ? Parce que j'induis zéro charge quasiment digestive à mon niveau. Donc forcément, j'ai plus d'énergie allouée à ma concentration. Et t'as pas un cortisol qui explose avec le manque de nourriture? J'ai pas l'impression de l'avoir, non. Ok. Non. Dans mes ressentis, je me sens bien, etc. Donc, Est-ce que c'est quelque chose que tu fais là, que tu conseilles à tout le monde, ou t'expliques juste comment toi tu fonctionnes? comment moi je fonctionne ? Ok, d'accord. Mais tu dis pas aux gens de pas manger le matin. Non. Ok. Non, encore une fois, genre, potentiellement d'essayer. Parce qu'il faut tester les choses. Encore une fois, le dogme qu'on a, c'est le petit déjeuner, c'est le meilleur repas de la journée. Non, c'est pas spécialement vrai en fait. Qu'est-ce que tu manges le soir alors, Jérémy? Je mange beaucoup. Je Le soir, t'écoute. par contre, j'ai des repas à 1300 à 1500 calories par contre. Alors, je m'attendais à plus. Mais pas Ouais, tant que tu ça, manges- j'ai tu pas manges tant de pas calories que ça. beaucoup, la en journée. fait. J'ai une collation aussi en plus. Ouais, J'ai mais une collation de 300 calories environ. Donc je suis environ à 2500 calories à la journée. Je mange C'est- plus que c'est- toi. Ouais, c'est possible, ouais. Jérémy, Mais j'ai comment un métabolisme qui est très lent. Ah ouais? Je suis Ouais. choquée quand même. Putain. Et moi, je mange plus que toi. Comme quoi ? Mais tu penses que ça, tu pourrais l'entraîner? Par exemple, comme la productivité, ça s'entraîne, tu pourrais entraîner ton métabolisme à brûler plus? Ou tu penses que t'es comme ça? À brûler plus, oui, c'est connu, notamment par la masse musculaire qui est Ouais. très consommatrice de. Mais pourtant, tu l'as la masse Tu l'as la masse musculaire. musculaire, Jérémy! Je Il y a sais, un hein. bug dans le système là. Moi, Le pour l'instant, robot c'est- là, réveille-toi. C'est un système qui me convient pour l'instant, donc pour l'instant, je fonctionne Qu'est-ce que comme tu ça. manges pour 1300 calories le soir? Dans l'objectif, du coup, d'avoir du plaisir et d'être productif le lendemain, donc bien dormir aussi, je suppose. Alors déjà, je mange tôt. Je mange très Ouais. très tôt. Je mange sur le coup des 6h du soir. Mais en fait, à 18h, je mange. Ouais, ça me Ok. choque pas. Nous, Non, c'est mais juste Couche vers beaucoup quelle de heure personnes. Juste pour qu'on se rende compte du temps. 22h, 22h30 en moyenne. Ouais, ok. pour lever à. Autour des 5h30, 6h du matin. Non, mais c'était pour voir à quelle heure, à combien de temps tu mangeais avant ton Ouais, repas, j'ai- donc c'est logique, tu J'ai au vois. moins 4h30 Ouais, qui donc séparent. c'est énorme. Oui, Ouais. Pour moi, c'est essentiel pour moi. Ouais. Donc je peux plus manger. Mm. Effectivement, une personne qui s'endort 1 heure après un repas comme le mien, je lui dirais non. Bah ouais. C'est pas possible parce que simplement tu viens activer tes cloques gènes, donc tu dormiras moins bien durant la nuit. Ouais, la Y a aucun digestion, ça va intérêt. te réchauffer, ça sert à rien. Complètement. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup manger le soir pour différentes raisons, parce que c'est un repas plaisir, Mm. déjà. C'est un repas que je prends le temps de faire aussi avec ma famille, c'est intéressant. Et aussi, on le sait très bien, le cadre dans lequel tu prends un repas joue beaucoup sur la capacité à bien, justement, synthétiser le repas en question. Bah ouais. Je préfère manger une pizza entre potes que manger un plat ultra bio, ultra sain
avec un flingue sur la tempe. Bah, bien sûr. Tu peux expliquer pourquoi? Parce que simplement, quand tu es entre amis, quand tu es en famille, tu es plus sur un mode parasympathique, donc au niveau du système nerveux dit autonome, qui favorise du coup la digestion et le repos. Par contre, quand tu as un flingue sur la tempe ou avec une pression, typiquement manger une salade bio devant un écran d'ordinateur et des mails de relance ou un courrier de l'URSSAF, j'adore la faire à chaque fois celle-ci, tout le monde rigole. Avec on l'a tous eu. Avec un courrier de l'URSSAF, naturellement, en fait, tu es en mode plus sympathique. Et c'est un mode qui est antagoniste à la digestion. Ouais, ça c'est très vrai. Mais j'adore ce que tu viens de dire. Tu vois, j'ai beaucoup de gens que je coach qui disent ouais, moi j'ai compris, je vais devoir arrêter la pizza et tout. Je dis mais déjà si la pizza, tu sais, tu vois le restaurant italien, tu sais où la lumière est très blanche, la musique est à fond, la digestion elle est fracassée. Et en fait, tu pourrais même manger un tiramisu en plus, mais si tu faisais ça dans un cadre plus calme, plus reposant. Complètement. Lumière tamisée, t'as une bonne ambiance, t'entends avec les gens avec qui tu parles, tu te sens bien, c'est vrai que ça change Tu tout. rigoles, tu profites et tout, et puis t'as pas une sursaturation aussi, mine de rien, cognitive, entre, comme tu l'as dit, la musique, la lumière, les sons, etc. Ça joue beaucoup. Hein. Ouais. Quand tu vas, même en hypermarché, c'est fait pour, en fait. Ouais. En hypermarché, la lumière qui est agressive, le son qui est constamment là, la lumière, les caisses enregistreuses qui font un bruit qui est asynchrone, c'est fait pour te stresser. Parce que qui dit stress dit consommation. Bah ouais. T'as beaucoup qui vont te traiter de complotiste quand tu dis ça. Pour moi, c'est juste de la logique. Oui, c'est de la logique. Bah, y a simplement à regarder les informations à la télévision. Qu'est-ce qui suit une information généralement qui est violente, parce que les informations ne sont violentes que, entre guillemets, négatives, ce sont les publicités pour des choses de confort. C'est de la nourriture, etc. constamment. Pourquoi ? Parce que quand tu as peur, tu veux... Bah oui. Quand tu as peur, en fait, tu veux simplement te rassurer par un besoin d'acheter pour augmenter tes ressources disponibles. Attends, mais là, j'avais pas fait le rapprochement. Ok, trop bien. Bah, je crois que c'est Patrick Lelay, il me semble, qui disait que TF1 vendait du temps de cerveau disponible pour les publicités. C'est ça, en fait. Parce que aussi, je pense que tu peux l'expliquer, le cerveau est assez archaïque. Donc, en quoi la nourriture, ça le rassure, en fait ? Surtout généralement, il n'est pas rassuré par un brocoli. Il est rassuré par un truc bien gras, bien sucré. En fait, il est rassuré parce qu'il apporte un maximum de calories et le plus facilement accessible. Ouais. C'est pour ça que les industriels ont créé ce qu'on appelle le point de félicité. Félicité, c'est bien ça. Qui est la combinaison parfaite entre le sucre, le sel et le gras. Ah ouais. Qui sont 3 combinaisons qu'on n'a jamais au niveau naturel. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, simplement, n'importe quel plat que tu prends, même ce qui paraît être sain, comme des carottes râpées, tu as du sucre, du sel et du gras dedans. Tu as forcément du sucre en plus sur des éléments en fait, où tu n'as pas nécessité d'avoir du sucre. Parce que la combinaison, en fait, ça apporte tout ce qu'il faut pour le corps humain. Donc, pour sa survie. Parce que c'est les calories, déjà au niveau du sucre et du gras, intéressantes, lipides et glucides. Et après, le sel, c'est pour l'apport plus en minéraux. Et même pour l'exhausteur de goût, en plus. De surcroît, oui. Ouais. Complètement. Ouais, c'est peu d'efforts pour beaucoup de calories, en fait. Et du coup, je crois qu'on l'a dévié à la base, on parlait de ultra... Attends, quoi. Du rythme ultradien. Ouais. On peut revenir dessus, du coup ? Bien sûr. Donc, effectivement, c'est la notion notamment vraiment popularisée par Tony Schwartz, comme quoi excéder 1h30 de productivité est compliqué. Lui, il l'a montré notamment par une étude menée sur des violonistes, où il a vu que les meilleurs violonistes performaient justement en s'entraînant durant 1h30 et après en faisant une pause de 20 minutes. Effectivement, on le voit aussi au niveau cérébral, comme quoi le cerveau suit ces rythmes-là. Ok, je suis un gars, je me lève à 8h du matin, comment t'optimises la productivité avec mes temps de pause ? Intéressant. Moi, j'aime découper la journée en 5 étapes. J'ai créé un acronyme que j'appelle SPAR, S-P-A-A-R, pour starter, comment bien couper l'inertie du sommeil, productivité, arrêt, apaisement et repos. Starter, en fait, il faut couper du coup effectivement le côté un peu vaseux, cotonneux qu'on peut avoir parfois au réveil. Selon les personnes, encore une fois. Moi, je ne l'ai pas, mais certaines personnes l'ont. Pour ça, il faut envoyer 3 signaux au niveau du corps humain. Un signal de luminosité, ça vous le savez très bien, s'exposer au soleil le matin pour activer le rythme biologique et le noyau suprachiasmatique. Un signal après d'intensité, parce que quand on est endormi, on est inactif. Donc le côté antagoniste, c'est de l'intensité. Là, j'aime bien le HIIT, notamment le protocole Tabata. On pourra voir pourquoi après. Tu te lèves et tu fais ça ? Ouais, mais pas longtemps, 5 minutes, 5-6 minutes, pas plus. Mais genre un mouvement moins intense, ça pourrait le faire ou pas ? Par exemple, la marche peut le faire aussi. Okay. Petite marche rapide, c'est intéressant, mais ce sera moins intéressant et moins efficace. Genre tu te lèves, limite... Tu fais des burpees. À la lumière du soleil. Tu peux, ouais. Et si t'as pas de lumière du soleil ? Luminothérapie. Ok, parce que tu sais, en France, il fait nuit tard l'hiver. On va rentrer dans cette phase-là. Bien sûr. Nuit tôt. Ah oui, et le soleil se lève tard. Est-ce que dans ce cas, allumer toutes les lumières chez soi, ça peut fonctionner ou il faut vraiment des lumières particulières ? Alors, luminothérapie, c'est plus intéressant parce que l'intensité peut aller jusqu'à 15 000 lux, ce qui est plus qu'une ampoule classique à incandescence. Mais ça ne vaut pas le soleil qui, lui, va culminer à 100 000, je crois. Et dans ce cas, on fait quoi ? Est-ce que l'hiver, tu conseilles de se lever plus tard ? Non, je conseille déjà idéalement de s'écouter quand c'est possible. On a ce luxe-là. Ouais. Encore plus vous parce que vous n'avez pas d'enfant. De se lever sans réveil et quand vous voulez.
Mais non, ne changez rien à votre rythme, en fait, au rythme naturel que vous pouvez suivre, encore une fois, selon vos contraintes. Mais par contre, exposez-vous effectivement à une lumière de luminothérapie au réveil si le soleil n'est pas encore levé. Une lampe classique, je crois que c'est Bauer, la marque, il me semble, c'est environ 50 balles. Donc c'est onéreux, mais au regard des bénéfices que ça apporte, ça ne l'est pas. Par contre, il faut le compléter par la suite par une exposition, idéalement au plus tôt, au vrai soleil. Et sans intermédiaire, sans lunettes, sans pare-brise et sans vitre. Ouais. Pourquoi ? Parce que en fait, l'indice de réfraction du verre vient perturber le signal lumineux. Ouais, c'est pour ça qu'il y a une étude qui a bien montré que plus tu portais de lunettes de soleil, plus tu pouvais être déprimé. Ah oui, mais En fait, c'est ça vrai. fait sens, hein. Mais en plus, tu affaiblis tes yeux. Moi, pendant une époque, en fait, je ne supportais pas le soleil sans lunettes de soleil. En fait, les yeux clairs. Bah, plus ou moins quand même. Ils sont verts. Ouais, ils sont marron-vert, ça dépend. Ouais. Mais ils sont pas non plus bleus. Ouais. Ils sont pas ceux de Meryl, quoi. Ouais. Mais Meryl, le soleil, c'est compliqué. Enfin, Après, en fait, on dirait pas, mais de vue, ça protège aussi. Bien sûr. Ça, les gens le savent pas, mais il y a quand même un verre, donc ça protège. Donc, mais oui, ça sera plus sensible. C'est sûr, si tu mets avec les reflets de la mer et tout, là, j'ai les yeux qui pleurent, quoi. Mais avant, je ne pouvais pas sortir dès qu'il y avait du soleil sans lunettes. Ah ouais. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté. Et j'ai réhabitué mes yeux à l'exposition au soleil. Ok. Donc, on a vu deux leviers. On a vu donc la lumière, Le mouvement. l'intensité. Et après, ce qu'il faut aussi, c'est élever la température corporelle. Peut-être qu'Aurélie en a parlé précédemment, mais pour que le corps s'endorme, il faut baisser de 0,8 degrés, il me semble. Donc forcément, le chemin inverse est à faire quand on se réveille. Donc là, le sport va aider. Ouais. C'est logique, on fait du sport, on transpire, même quand il est court et intense. Et après, ce qui peut aider aussi, c'est la douche froide, paradoxalement. Vous le savez très bien. En effet, le mécanisme de thermogénèse, en fait, grosso modo, quand on va dans le froid, on vient créer un stress, le corps panique, etc. Quand on quitte ce stress-là, il veut rapidement retrouver son état qu'on appelle d'homéostasie, le retour à la norme, à la moyenne. Pour le retrouver, il va surélever sa température avant de l'équilibrer. Donc la surélévation va induire un signal d'éveil supérieur et intéressant. Donc là, c'est le starter, c'est la base. question pour la douche froide. Ouais. Est-ce que justement, ça peut pas aussi trop sécréter de cortisol, trop stresser le corps? Est-ce qu'une douche chaude qui va venir aussi dilater les vaisseaux sanguins et donc améliorer la circulation sanguine peut être intéressante le matin? Ça peut l'être, ça dépend des personnes, mais j'aime beaucoup ta logique de trop stresser. En fait, beaucoup de personnes qui parlent d'exposition au froid tombent dans le piège de viser un temps donné. Oui, c'est parce En effet, que beaucoup ils vont se mettre des En challenges fait, sur ça. il faut aussi une référence à l'étude qui dit que 11 minutes par semaine Ouais. en fait, permet d'avoir des bénéfices. Ok, déjà, c'est une étude dans le laboratoire. En laboratoire, c'est pas la vraie vie. En laboratoire, tu es observé par des gens, les conditions ne sont pas les bonnes en fait. Tu n'as pas les vraies réactions biologiques. Et c'est mené sur quelques individus, pas sur tous les individus. C'est la raison pour laquelle on revient en fait au Tabata dont j'ai parlé précédemment, que j'aime plutôt recommander aux personnes que j'accompagne, non pas un temps donné, mais davantage le franchissement de murs d'adrénaline. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez pris des douches froides, je pense, tous les deux, vous Oui. connaissez un peu le principe. Des bains Le froids. cerveau hurle de se barrer. J'en ai pris un ce matin de bain froid, le premier de l'année. Le cerveau hurle de partir, on est d'accord. Ouais. Des fois, en fait, on veut se barrer. Sauf que si on prend le temps de contrôler sa respiration, d'attendre un peu, le signal s'estompe. On redevient cool et zen. On peut vraiment se contrôler, avoir une fréquence respiratoire qui diminue. Quelques secondes après, ça remonte. Et après, ça revient. Ça, c'est l'adrénaline, en fait, qui fonctionne de fonction pulsatile. Un peu comme un cardiogramme dans les séries, etc. On voit, ça monte comme ça descend. C'est pas linéaire, c'est pas exponentiel, c'est pulsatile. Donc, j'aime conseiller aux gens que j'accompagne, sur la partie productivité, non pas de viser un temps donné, mais de viser un nombre de murs d'adrénaline à franchir. J'aime bien le chiffre 5. C'est mon chiffre, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si jamais tu dors mal, la veille, potentiellement que ces 5 murs, tu les feras en 30 secondes. Si tu dors très bien, tu as gagné l'auto, tout va bien, peut-être que tu les feras en 10 minutes. Et c'est OK parce que c'est adapté à tes capacités du moment. Ok. Donc tu te fais l'économie du stress dont tu as parlé précédemment. Et c'est pareil pour le Tabata. Pourquoi Tabata? Parce que Tabata, c'est pas un nombre de répétitions données. C'est un temps d'effort suivi d'un temps de repos. Si je te demande demain de faire 50 pompes, etc. au réveil, si t'es pas en forme, peut-être que tu vas te blesser, toi. C'est possible. Par contre, fais 30 secondes de pompe, peut-être que tu n'en feras que 10 Ouais, voilà, aujourd'hui, peut-être 20 demain. Mais OK, parce qu'encore une fois, c'est adapté à tes capacités à un instant T. Donc tu dépasses pas ton seuil justement de tolérance. Donc tu n'as pas de stress. Tu que le stress positif. Ouais, ouais. C'est important la sémantique, parce que le stress, souvent on voit ça négativement. Hans Selye parle de E-stress, pour le Ouais, stress bien sûr. positif. C'est super intéressant aussi de faire le distinguo par rapport à ça. Et si je me lève et que je fais un Tabata, je suis pas échauffé, est-ce que je vais pas me claquer un coude? Ouais, faut en vouloir. Sur des burpees. Burpees, c'est potentiellement risqué, mais sur des jumping jacks, par exemple, du relevé de genoux, des abdos, des pompes, ça va encore. Ok. C'est pour ceux qui nous écoutent, hein, pour qu'ils comprennent aussi comment ça marche, le principe et tout. Donc ok, starter c'est fait, on Ok. se lève. Ouais, starter. Donc en gros, toi ton réveil sonne, 10 secondes après t'es déjà debout en fait. Mon chronotype me le permet. Je suis très matinal aussi. Après Encore un une fois, mec une qui se personne- lève à 11h, peut-être qu'il peut se lever tout de suite il aussi. peut, oui, voilà, c'est ça. Encore une fois, ce qu'il n'a pas aussi, il faut l'absence de contrainte en quelque sorte. Ouais. Ça, on s'adapte, encore une fois, hein,
Là, c'est la routine, on va dire, idéale et optimale pour les gens qui maîtrisent leur temps. Ça, hein. Okay. Après, encore une fois, c'est adapté, c'est à tester. Après, moi, étant matinal, je sais que je suis efficace et productif le matin. Ma compagne, c'est l'inverse, Aurélie, elle peut bosser jusqu'à 20h le soir. Moi, je suis incapable de le faire. Je suis léthargique le soir, je fais que des erreurs, je suis pas motivé pour le faire. Donc, c'est-à-dire que moi, ma phase de productivité principale, c'est le matin. Donc là, ce qui se passe durant cette phase-là à mon niveau, c'est que je crée les conditions optimales pour être productif. Ça veut dire quoi ? Déjà, j'ai identifié en amont les tâches que j'avais à faire. Ouais. Je bosse que sur les tâches qui sont pour moi. Je bosse pour mon entreprise. Donc, je suis sur ma boîte et non pas dans ma boîte. Déjà, tu bosses pas pour tes clients le matin, c'est non, ça ? Jamais. Je bosse potentiellement pour attirer des clients, pas pour satisfaire des clients. Oui, genre la création de contenu, par exemple. Par exemple. Et encore contenu vraiment à haut effort intellectuel. Genre VSL. Ouais, ces choses-là, par exemple, l'écriture de vidéos YouTube et j'en passe. Ok. Parce que l'après-midi, je sais que je ne pourrais pas le faire. Ou je pourrais le faire avec un moins bon résultat en plus de temps. Et j'aime distinguer effectivement cette notion de temps pour moi et temps pour les autres. Ok. Donc le temps pour moi, c'est le matin. Donc j'ai identifié ma tâche en amont, à l'échelle de la semaine. Je fais ça les week-ends en général pour la semaine qui suit. Après, j'ai créé un cadre aussi de productivité qui est optimal. On ne peut pas séparer l'humain de l'environnement dans lequel il est. C'est impossible. C'est complètement impossible. Une étude que j'aime bien donner par rapport à ça, c'est l'étude du rat dans la cage, où elle est assez connue. On présente soit du sucre ou de la cocaïne. Il choisit souvent le sucre. Vous la connaissez, je pense, en laboratoire. Ce qu'on sait moins, c'est qu'une autre étude a été menée avec le même rat, façon de parler, sucre, cocaïne, mais dans l'espace naturel du rat. Alors il fait quoi ? Il se barre. Il s'en fiche. Pourquoi ? Parce que l'environnement conditionne le comportement. Ah oui. Oui, j'avais déjà vu ça. Ouais, donc si ton environnement n'est pas adapté à la productivité, autrement dit, s'il comprend des signaux forts, soit d'intérêt dopaminergique comme ton téléphone portable, WhatsApp, Instagram, TikTok et j'en passe, ou potentiellement des menaces, la lettre de l'URSSAF encore une fois, naturellement, il va être attiré par ça plus que par ton travail que tu as à faire. Pourquoi ? Parce que soit tu as un bénéfice immédiat avec du plaisir sur Instagram, soit tu as une menace à gérer avec l'URSSAF. Donc en fait, ta tâche en cours, il s'en fiche. Parce que la survie dépend plus du plaisir que tu peux recevoir ou de la menace à éradiquer. Et l'environnement, là, les conseils que tu as donnés sur ton environnement, est-ce qu'ils sont valables pour tous ? Ou il y a des choses qui peuvent différer, on n'a pas les mêmes ressentis si on voit par exemple un objet qui pourrait nous stresser ou nous déranger. On en revient au modèle du monde encore une fois. Ok. Donc toi, c'est quoi alors ton environnement ? Moi, il est épuré en fait, juste mon ordinateur, mes 2 écrans d'ordinateur, mon téléphone est de côté et j'ai rien d'autre entre guillemets. Okay. Je suis le plus épuré possible et sur mon téléphone, j'ai aussi des bloqueurs d'applications pour ne pas y aller. Okay. Pour augmenter la friction. Parce que ça, en fait, beaucoup de personnes en fait, reposent uniquement leur capacité à rester concentrées sur la motivation. Sauf que Roy Baumeister l'a démontré dans une étude, la motivation, c'est comme un muscle, elle s'épuise quand on l'utilise. Donc autant limiter l'épuisement de cette dernière en mettant des frictions en plus. C'est comme pour un régime. T'as pas de chocolat chez toi, tu vas faire 20 km pour en récupérer, tu le feras pas. Ouais. Parce que le coût énergétique est trop important par rapport au plaisir que tu peux obtenir. Par contre, descendre en bas de chez soi, ça, tout le monde peut le faire. Oui, complètement. Donc là, on est sur productivité, donc je crée le cadre optimal. Souvent, j'écoute de la musique aussi. Pas des chansons, mais de la musique. Distinction importante parce que qui dit chanson dit parole. Quand tu as des paroles en français, en anglais, peu importe, on s'en fiche, ton cerveau va monopoliser une partie de son énergie pour traiter les paroles. Même si tu comprends pas, ça... C'est résiduel, c'est pas énorme, mais si on accumule ça avec d'autres choses, encore une fois, on est sur l'optimal, hein, donc autant aller au maximum sur l'optimal. Donc une musique, c'est juste un son ou c'est juste pas de paroles ? Alors, moi, j'écoute soit les musiques binaurales que vous connaissez, je pense, c'est 2 fréquences hertziennes diffusées différemment dans les oreilles qui créent une 3e fréquence, et on parle souvent d'ondes bêta. Les ondes bêta, c'est l'état de fonctionnement du cerveau quand il est concentré. Et il semblerait qu'écouter une fréquence hertzienne bêta, en fait, fait que le cerveau se calque sur la fréquence qu'il entend. Ok. Donc c'est intéressant, vous tapez musique bêta sur YouTube, il y a des playlists de 3 heures qui durent, donc c'est plutôt intéressant. Soit sinon des musiques de jeux vidéo, parce qu'elles sont conçues aussi comme celles des films pour nous maintenir dans un état donné de concentration, soit jouer, soit voir le film. Et moi ce que j'aime bien, c'est les musiques de metal et hard rock reprises au piano. Ah ouais. Parce que je suis j'adore le métal, etc. J'ai vu dernièrement Metallica, j'ai vu Rammstein, Slipknot, AC/DC au Stade de France. Et là, je vois System of a Down l'année prochaine et ça, je suis assez content. Voilà, c'est cette petite parenthèse. Le petit enfant derrière qui se réveille. C'est exactement ça. J'ai fait des cadeaux au moins enfant en fait. Je vais en fausse or devant tout le monde. Il faut se récompenser. Hein. C'est génial ça. Mais effectivement, écouter ces versions-là, c'est intéressant. Et autant que faire se peut, écouter constamment les mêmes playlists pendant plusieurs semaines. Pour que le cerveau s'habitue et qu'il ne soit pas stimulé par la nouveauté. C'est ça, en fait, pour oublier la musique. C'est aussi bête que ça. Écouter de la musique pour l'oublier, c'est paradoxal, mais c'est intéressant. Parce que sinon, si tu connais pas la suite, encore une fois, tu vas chercher à l'anticiper. Le cerveau n'est pas dans la réaction, mais de l'anticipation. Là, ça fait écho aux travaux, cette fois-ci, de Carl Friston, qui sont passionnants. Donc ça vaut quand même le coup d'avoir la musique plutôt que rien.
Selon les personnes. Moi, je sais que j'aime bien. En plus, pour les gens qui nous écoutent, qui travaillent potentiellement en open space, c'est un vrai marqueur que d'avoir un casque sur les oreilles. Ça veut dire Ne viens pas me déranger. Et pour ces gens-là, je leur conseille d'avoir un petit minuteur physique sur le bureau, les minuteurs un peu de cuisine, très visuels, à mettre en fait directement sur le bureau, de sorte à ce que eux le voient, mais à ce que les collègues puissent le voir aussi. C'est le signal en fait de je suis en train de bosser. Je suis en session là. C'est ça. Dans 30 minutes, par contre, tu le vois, tu peux me déranger, mais pas avant. C'est un nudge tout simplement qui est très intéressant à mettre en place. Ensuite, donc là, on a vu starter productivité. L'arrêt, c'est la pause du midi. Donc la fameuse pause où en fait on fait le NSDR de la marche et on va manger des aliments idéaux pour se recharger sans se fatiguer, notamment pour stabiliser la glycémie au maximum. D'où l'absence à mon niveau de glucides le midi. Après apaisement, on est sur une seconde partie de journée. Encore une fois, pour mon chronotype à moi, ceux qui sont plus comme ma compagne Aurélie du soir, c'est plus le matin en fait, eux. Que là ça arrive, c'est plus la phase en fait où tu es plus fatigué. Tu es davantage sur un mode non pas dopaminergique comme le matin, mais plus sérotoninergique. Donc tu es davantage enclin à faire des tâches créatives. L'après-midi. Ouais. Et réflexion, brainstorming, où moi je consacre encore une fois en temps pour les autres. Donc là c'est là que j'ai mes clients au téléphone, etc. Parce qu'il me faut de la créativité pour répondre à leurs questions aussi. Ah, j'aurais pas dit ça, tu vois. Je pensais que tu allais me dire, le matin quand tu écris une vidéo YouTube, t'as pas besoin de créativité. C'est de l'exécution quand même, c'est la réflexion, de la structuration pour moi. Il y a de la créativité aussi, mais tu dois délivrer quelque chose comme un produit final. En tout cas, encore une fois, c'est ma façon de faire. Et c'est mon ressenti par rapport à l'écriture. Ouais, non, mais c'était important voir de la nuancer à vision, chaque non, mais fois. c'est pour comprendre, mais du coup, créativité dans un autre sens. Parce que du coup, moi, j'ai l'impression que je suis plus comme toi, plutôt du matin. Et si j'écris mes vidéos, je serais plus productive de les écrire le matin, parce que ça sera plus fluide pour moi. Donc ça se trouve, c'est une sorte de créativité, mais qui découle d'une exécution. Donc peut-être Ouais, que mais ça aussi revient. que tu peux canaliser sur un point donné. Ouais, Je vois plus ça comme étant une créativité l'après-midi effervescente, où tu Ok. pars dans tous les sens. ok. En fait, le matin, tu as vraiment une grosse capacité, de par une activation importante du cortex préfrontal, à différer la gratification et les distractions. Donc tu peux canaliser ta créativité, ton énergie sur un point donné. L'après-midi, moi j'ai moins cette capacité, et peut-être que vous aussi ou pas, peut-être, je sais pas, hein, à justement canaliser. Donc la pensée divergente est plus intéressante ici. Ok. À réfléchir plus en mode, ok, s'il y a ça, comment je pourrais faire, machin, sans spécialement exécuter les choses. Ok. Ouais, c'est plus de la pensée, quoi. De l'ordre de la Ouais, de la pensée. pensée, du brainstorming, de la réflexion, etc. Et faire ça en marchant, c'est génial d'ailleurs. Ah, surtout avec ChatGPT. Hein. Ouais, tu peux effectivement te faire des mémos vocaux, etc., que lui va traduire et t'envoyer. Et après, on a du coup la dernière phase, qui est la phase de repos cette fois-ci, c'est comment préparer le sommeil. Donc on l'a vu, manger tôt, et couper aussi également l'intensité. Intensité lumineuse, ça en fait partie. Chez moi, j'ai des lampes Philips Hue, typiquement, qui viennent tout simplement se réguler au fur et à mesure de la journée. Plus la soirée avance, plus les lampes tendent vers le rouge, naturellement. Toi, tu décriais juste avant le restaurant italien avec les lumières très blanches. Le soir, chez moi, la lumière, elle est tamisée, l'orange et les rouges. Ouais. Et j'ai pas à le gérer. Je sais C'est pas comment les automatique. gens ils font pour avoir des lumières blanches comme C'est là on atroce. a. Je sais pas Ah, comment quand ils je vais font. en hypermarché, des fois en hiver, justement, ça pour récupérer m'agresse. un élément, c'est ultra agressif. Faut Mais c'est mettre fait les- pour, encore une fois. Faut mettre les lunettes quand on y va. Lunettes orange, c'est intéressant aussi. Mais attention à ne pas mettre ces lunettes-là et à bosser jusqu'à 23h ou à mettre des séries ultra violentes jusqu'à 23h. Oui, Parce qu'il y a l'intensité lumineuse, mais aussi cognitive. Mater un film d'horreur avec des lunettes qui filtrent la lumière, tu t'en fous. Parce que t'es en full système nerveux sympathique. Donc pour dormir, Ouais. ça va être compliqué. Le stress là. Il est en mode, Bah oui, Il y a complètement. l'intensité Et les gens l'oublient, émotionnelle ça. aussi. Bien sûr. Parce que je te prends l'exemple, je regarde un match de foot, mon équipe elle gagne à la dernière seconde. Est-ce que je vais bien dormir? Ça dépend aussi du temps que sépare ton endormissement du match, ça dépend de ta réaction à toi, mais logiquement, t'es full dopamine, tu veux exprimer ta joie, mais c'est compliqué. Est-ce que C'est du coup, dur. faire l'amour le soir, c'est contre-productif? Non, je pense pas, parce qu'il y a un cocktail neurochimique super intéressant en fait. Tu balances tellement de neurotransmetteurs que t'es apaisé. Ouais, c'est la réponse que j'avais aussi. Ouais. Que même si c'est une activité physique, le cocktail d'hormones est plus important que Complètement, l'activité ouais. cardiaque que ça va te procurer. Et du coup, dans ta journée, tu le cales où le sport d'un point de vue de la productivité? Alors, durant très longtemps, moi je l'ai fait le matin, notamment quand j'étais salarié, je le faisais à 6h du matin, pardon. De 6h à 8h du matin tous les matins. Et maintenant, j'ai davantage tendance à le faire à 16h30, 17h. Avant que mes fils rentrent de l'école, en fait. Parce que pour moi, c'est un bon exutoire. J'ai travaillé toute la journée, j'ai certes été actif parce que je marche beaucoup au quotidien, mais tu as besoin quand même, c'est mon ressenti, d'externaliser plus par de la puissance, etc. Et la musculation est très bien pour ça. Donc j'ai 3 séances de musculation par semaine, que je fais encore une fois sur le coup des 16h30 jusqu'à environ 17h15, 3 quarts d'heure, pas plus. Et après, j'ai 3 séances de sport de combat aussi à la semaine, Pas le même jour. pour me défouler. Ça peut arriver, si. Ok. Je m'en fiche un peu, ça. Ok. Les sollicitations sont pas les mêmes, donc puis il y a Ah un non, écart bien entre sûr, les deux, bien sûr. donc non, ça me dérange pas.
Ok, donc plutôt, en fait, toi, tu pourrais faire le sport le matin parce que tu as plus d'énergie, mais comme là, tu mets plus un focus sur le taf, tu te dis, je le fais l'après-midi. Ouais, puis c'est intéressant aussi parce que si on se réfère un peu aux travaux de Robert Sapolsky, et de son livre Pourquoi les zèbres n'ont-ils pas d'ulcères, qui est un livre génial. Pourquoi les zèbres n'ont-ils pas d'ulcères? Ouais, il est génial parce qu'en fait, il explique simplement que dans la nature, les animaux n'ont pas d'ulcères, contrairement aux humains. Pourquoi? Parce qu'un zèbre qui se fait courser par un lion, deux possibilités. Soit il meurt, auquel cas il n'a pas d'ulcère parce qu'il est mort, c'est logique. Soit il s'enfuit. Et que fait un zèbre dès qu'il s'enfuit? Il tremble un peu et c'est fini. Il ne stresse plus. Parce que le stress, en fait, induit du coup par le lion, en l'occurrence ici, par la menace, est évacué par l'activité physique. Sauf que nous, on stresse au quotidien en tant que salarié ou entrepreneur, mais on n'a aucun exutoire pour l'évacuer. En effet, un patron qui t'engueule, la chose que tu devrais faire naturellement, c'est le taper. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Ouais. En fait, tu devrais pouvoir le frapper pour justement éliminer ton stress résiduel. Sauf que tu l'accumules. Courir l'URSSAF, pareil, tu devrais taper l'URSSAF. On arrive tous, je le sais. Mais voilà, en fait, on ne peut pas le faire. Et c'est là que faire du sport en fin de journée peut être intéressant justement pour, ok, tu viens déverser tout simplement tes hormones du stress, entre guillemets, dans ton sport, tu viens les brûler en quelque sorte. Donc ça fait un très bon sas qui vient séparer le côté pro du côté plus familial à mon niveau que les enfants qui rentrent et j'en passe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aussi qui aiment bien faire le sport en fin de journée pour finir cette journée. Oui. Et comme tu dis, créer un sas qui fait qu'après tu te mets en mode tranquille, plus de travail. Mais tout comme c'est intéressant aussi pour la commencer. Ça dépend de ton objectif comme toujours. Ça dépend comment t'encaisses aussi parce que tu vois, la musculation qui est un sport très nerveux, moi je sais que si je tape grosse séance de muscu le matin, par rapport à un effort cardio le matin, je vais pas aussi bien l'encaisser. Ouais, ça dépend des personnes, ça dépend de ta séance, ça dépend de ton objectif. Il y a tellement de facteurs, ça dépend aussi du type de séance. Ouais. Entre une séance jambes, typiquement, qui va être très taxante, ou une séance juste épaules, entre guillemets, bras. Ah, épaules, bras tous les matins. Les conséquences, ne sont pas les mêmes. Donc, Non, mais c'est sûr. Et du coup, est-ce que dans ce cas, toi, tu trouves que tu es tombé dans une sorte d'hyper-rigidité dans la productivité? Ou au contraire, en fait, tu as ton cadre, et le but, c'est que parfois, tu puisses en sortir sans que ça te casse tout? Est-ce que c'est hyper rigide de faire son sport en journée à 16h? Je pense pas non plus. Toi. Non, ce que je veux dire, c'est que je me permets littéralement aujourd'hui de faire ce que je veux, entre guillemets. Je suis ultra à l'aise avec mon système actuel. Donc c'est rigide, certes, mais la rigidité permet la liberté aussi. C'est important, sans cadre, t'es pas libre réellement. Tu dépends de tes émotions, tu dépends de l'environnement. Moi, j'ai cadré pour être très libre dans ce cadre en question. Ok, et... Non, je veux dire, et quand t'en sors, par exemple, si tu peux pas faire une sieste ou quoi... Je suis ultra ok avec ça. Ok, ça, genre après, c'est qu'une fois, donc du coup, c'est tranquille et après, tu peux t'en remettre facilement, quoi. Complètement, puis de l'heure que je le sais, en fait, ça me va très très bien, ça me dérange pas. Mais est-ce que t'es préparé? Tu conscientises le truc, c'est ça? Ouais, tu conscientises, et puis en fait, quand tu sais que c'est pas possible, en fait, j'ai appris largement à lâcher prise. Ouais. C'était beaucoup moins le cas avant. Moi, au début où j'ai eu mon fils, c'était très compliqué de lâcher prise, mais j'ai appris à le faire. Ouais, dans la douleur, très clairement, mais j'ai appris à le faire. Maintenant, j'ai un vrai lâcher prise. Et en plus, maintenant, j'ai la vertu de me concentrer sur une seule tâche majeure à la journée. Donc en fait, je sais qu'en 1h30, grosso modo, je peux finir ma journée. En combien de temps? 1h30, un cycle. Et sinon, ce que ça me ramène sur la question un peu, le sujet d'après, le multitâche. Ça dit une tâche à la fois. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui font plein de trucs à la fois. C'est quoi ton avis sur ça? Alors, c'est même pas mon avis, c'est le consensus qui dit que c'est négatif. On parle, je crois, de 40% de productivité en moins, ce qui est énorme. En effet, quand tu multitâches, déjà, le cerveau ne peut pas multitâcher. Il ne peut pas le faire, c'est impossible. En fait, le multitâche est un terme inventé à la base pour les ordinateurs, pas pour les cerveaux humains. Nous, on fait du switch tasking, on va d'une tâche à une autre. Ce qui fait que dès lors que tu passes d'une tâche à une autre, tu changes de circuits neuronaux. Et ça a un coût énergétique monstrueux. Énorme. Il y a le coût de la transition et le coût du retour en arrière. Et là, c'est juste monumental et monstrueux. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, j'enjoins davantage les gens à être monotâches, durant un temps donné, encore une fois. D'où l'importance de se timer pendant qu'on travaille. Parce que d'une part, déjà, ça rassure le cerveau parce qu'il y a une date butoir. C'est un peu comme un tunnel. Tu te balades dans la rue, une soirée, peu importe, tu as un tunnel, tu vois pas la fin. Tu rentres pas dedans. Il fait noir, tu as peur. Tu vois le bout du tunnel, tu y vas sans problème. Le cerveau, c'est pareil quand il fait une tâche. S'il sait que dans 1h30, grosso modo, c'est terminé, tu seras plus enclin à aller dedans. Parce que tu vois l'échéance. Comme pour une séance de sport. Tu vois. Une séance de sport, quand tu sais que je fais mon cardio, il reste 5 minutes, tu tiendras. Si tu vois pas la ligne d'arrivée, tu auras plus de mal à tenir. Oui, ou quand tu sais que, même pour une course, quand tu sais que c'est tant de kilomètres ou c'est tant de temps, c'est dur, mais comme tu sais qu'il y a un temps donné comme ton tunnel. Tu sais que ça va s'arrêter en fait. Même si le tunnel, tu vois pas le bout, mais tu sais que, je sais pas, au bout de 15 minutes, ça sera fini, c'est plus facile de t'y mettre. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. En plus, lancer un timer, mine de rien aussi, c'est très intéressant en termes de production d'adrénaline parce que ça crée un stress.
Tu as un temps limité pour exécuter une tâche. Ouais, tu vas plus vite, t'es plus productif. Oui, d'ailleurs, Tu vas à l'essentiel. À chaque fois. Ouais. Mais comment tu fais dans ce cas quand tu bosses et que t'es focus et que t'as des idées qui t'arrivent? Ah putain, d'ailleurs, faut que je pense à faire ça. Tu les notes. Ok. Un calepin, un papier, tu notes. Ok. Et après, tu laisses la pensée parasite. Ouais. Tu te mets des bloqueurs de partout pour pas ouvrir, ne pas déranger, je suppose, et tu te rassures. Complètement. Sur ce que t'as fait. Ok. Et comment t'arrives à te fixer une durée pour une tâche? Parce que tu vois, tu me dis peut-être. Imagine, tu as écrit une vidéo YouTube. Comment tu sais si tu te fixes 35 minutes ou 55? Ça, c'est l'empirisme. Ok. C'est compliqué à C'est à dire. force C'est de mon tester. expérience, ma connaissance de mon sujet qui me permet de savoir. En fait, t'adaptes en fonction, c'est ça? Ouais, la bonne stratégie, je dirais, pour une personne qui débute, c'est de commencer par mettre des durées hypothétiques. Et une fois que la tâche est finie, de mettre la vraie durée en parallèle. Et comme ça, comparer l'écart. Et par cette notion de documentation, il verra constamment l'écart devant lui et donc il pourra constamment l'ajuster au fur et à mesure. Mais toujours laisser aussi un petit sas tampon. Moi, je sais que durant chacune de mes journées, j'ai une demi-heure de sas en fait que j'appelle la zone tampon, qui est une zone bloquée sur mon agenda où je peux rien mettre et où en fait je peux simplement gérer les imprévus et le chaos dans ce temps-là sans pour autant empiéter sur la suite. Oui, ok. Donc j'ai 2h30 à la semaine en fait, vraiment où je peux gérer le chaos sans problème. Ouais, ça te laisse une flexibilité, une marge de manœuvre même intellectuelle de c'est Complètement. bon, je suis moins dans le contrôle et s'il m'arrive C'est ça. une merde, c'est bon, je suis pas en stress. Et quand tu as des enfants, c'est juste obligatoire. Et comment tu gères la productivité à l'heure de WhatsApp et les mails? Bah, tu coupes WhatsApp et les mails. Ok. Non, mais je crois que tu Non, fais mais pas ça tes fait mails ça. tous les jours, toi. À une époque, effectivement, j'ouvrais que les mardis et jeudis. Maintenant, j'ai arrêté. Je le fais tous les jours, mais durant une demi-heure. Mais entre-temps, tu bloques. Ok. En fait, j'en reviens à Roy Baumeister. Encore une fois, compter sur la motivation, c'est peine perdue. Parce qu'on va s'épuiser plus qu'autre chose. Autant ajouter plus de friction. Il y a tellement d'applications pour ça aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup OneSec, qui est très Je bien l'ai pour ça, en aussi, fait. c'est très très fort. Qui est assez génial, en fait. Qui, pour les gens qui ne connaissent pas, met un espèce de mur, en fait, entre nous et l'application. Et c'est génial. Et en plus, ces applications-là ont la vertu de pouvoir être programmées en amont. Qu'à partir de telle heure, ça commence et à telle heure, ça s'arrête. Et c'est génial, en fait. Ok. Donc toi, en fait, limite, ouais, tu dis le cadre apporte la liberté. Donc tu dis à l'heure où il y a de la surstimulation, pour être productif, il faut savoir en fait se mettre des barrières, mais dans le bon sens. Ok. Complètement. Comme pour, encore une fois, les régimes alimentaires à votre niveau. T'as pas le choix. Si t'as constamment des chips et du Nutella chez toi, tu vas craquer. C'est obligatoire. Ouais, grave. Ouais, bien C'est sûr. obligatoire. Et du coup, tu disais tout à l'heure, cette productivité, elle est par rapport à notre époque actuelle. Oui. Mais est-ce qu'il y a un mode de vie idéal pour l'être humain? Tu vas me dire, ça dépend de son environnement. Mais est-ce que dans l'idée, pas avoir de tâches, limite flâner dans la nature, c'est ce qu'il Alors, faut? je pense qu'il faut flâner parce qu'on a ce qu'on appelle le mode par défaut. Et il est essentiel pour incuber des idées, pour faire des connexions neuronales. D'où l'importance de la marche, encore une fois. Mais de la marche, sans téléphone, sans podcast, sans rien, en fait. Il faut qu'on puisse arrêter, c'est encore plus vrai aujourd'hui, les éléments qui sont, en fait, entrant dans le cerveau humain. On sature littéralement aujourd'hui de tous ces éléments-là. En fait, on crée ce qu'on appelle une ouverture de buffer cognitif. Un buffer cognitif, c'est quoi? Simplement, c'est comme un onglet en plus ouvert sur un navigateur. Au bout d'un moment, le navigateur, il rame. Le cerveau, c'est pareil. Il faut lui laisser également un temps d'incubation nécessaire. Le sommeil le permet, notamment le sommeil dit paradoxal, où on fait des liens, des connexions, on vient simplement également faire le tri entre les souvenirs intéressants et ceux qui ne le sont pas. Mais également, les temps d'ennui, les temps où on flâne, comme tu l'as très bien dit, sont essentiels pour ça. Et là, il n'y a rien de mieux que la marche. Encore une fois. Mais la marche, même dans Paris-Centre? J'habite pas Paris-Centre, c'est plus compliqué, mais forcément, la marche entre Paris-Centre et entre la Creuse, il y a une différence. C'est Ouais, normal parce parce que que vous, il y a encore plein de stimuli. Ah ouais, t'es surstimulé tout le temps, c'est pas reposant. Bien sûr. Moi, j'ai été en Égypte pendant 3 semaines, j'ai fait le Caire pendant 10 jours, Génial. mais c'est atroce. Ah oui, d'accord. Le Caire, c'est atroce, c'est juste klaxon sur klaxon, pollution, bruit, chaleur. En fait, t'es jamais reposé. Tu n'es jamais reposé. Donc forcément, Paris, c'est pas le Caire non plus, mais néanmoins, effectivement, le côté presque insécurité induit à Paris, pas spécialement que des menaces, encore une fois, mais juste les voitures, les klaxons, les bruits, les lumières, les publicités, forcément, ça vient saturer aussi le cerveau. Mais vous voyez très bien, quand on part en vacances, on part pas à Paris. Bah non. Et il y a une logique à ça. On part soit à la plage, soit à la montagne. On part en dehors des grandes villes en général. Et quand tu parles de s'imposer justement des moments, il y a beaucoup de gens qui travaillent du lundi au vendredi et après le week-end, du coup, ils travaillent pas généralement. Est-ce que tu trouves que ce modèle, il est plutôt pertinent ou tu trouves que c'est pas assez 2 jours dans la semaine? Tout dépend du métier. Ouais. Tout dépend du sens. Il y a trop de facteurs pour te répondre, Meryl, sur ça.
Moi, je pourrais travailler littéralement du lundi au dimanche sans problème, et c'est ce que je fais souvent. Et c'est pas une question de productivisme, c'est une question que j'aime ce que je fais. Ouais. Et puis que tu adaptes ton temps aussi, du coup, tu Bien sûr, t'imposes et des moi, pauses. et puis je prends un plaisir énorme en travaillant, en fait. Moi, je prends mon pied. Mais le mec qui est salarié de sa boîte, ça fait aucun sens, il bosse, je parle dans un grand groupe et il est désincarné, il lui faut peut-être 2 jours de repos. Ouais. Je dis pas que c'est sain, c'est peut-être même plutôt malsain, je pense d'ailleurs, mais c'est le mode de vie que nous avons actuellement. Toi, tu t'imposes des vacances aussi? Ou Mais je c'est travaille. compliqué? Alors non, mais j'ai des vacances, mais En mode pour reculer, tu sais, pour prendre un peu de recul, pas forcément des vacances de 3 semaines, mais 2 jours par exemple, ou 3 jours. moi je préfère limite à mon niveau faire un massage ou faire un sauna Ouais. de façon soit hebdo, Ponctuelle. soit bimensuelle, parce que déjà le massage du sauna te détende, et en plus t'es en dehors des écrans. T'es forcément avec toi-même, donc c'est une déconnexion, c'est presque une micro-vacance. Ouais. Quand t'es avec tes enfants, c'est pareil, t'as guère le choix que d'être avec eux. Quand je fais mon sport, ça, c'est un exutoire par rapport à ça, c'est nécessaire. Mais véritablement, prendre des vacances sans bosser, pour moi, c'est pas possible. Et c'est pas encore une fois une notion de bosser pour bosser. C'est que ça fait partie de moi, tout Bien comme sûr. vous. Bah oui. Arrêtez de penser potentiellement à tes coachings ou encore à la marque Nutripreneur, vous ne pouvez pas. C'est impossible. Ouais. Mais c'est pour ça que je préfère, entre guillemets, planifier mes vacances avec du travail dedans. Mais en fait, par contre, le borner à un temps donné. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de borne, tu peux te déborder quand c'est passionnant pour toi. Tu dis, OK, tous les matins, potentiellement, durant 1h30, je travaille. Vous le savez, c'est comme ça, c'est acté. Mais en dehors, j'arrête. C'est mieux de borner, de fixer les règles dans un couple, dans un groupe d'amis, plutôt que d'imposer au hasard des choses. Bah oui. Parce que le cerveau humain a besoin de repères. Tant pour la personne qui travaille, parce qu'il est sûr de pouvoir bosser de telle heure à telle heure, tant pour les personnes qui l'entourent. Parce que si jamais je ne peux pas compter sur Flavio quand je veux, quand j'ai besoin, pendant les vacances, si j'ai pas en amont son mode de fonctionnement, en fait, ça va créer des conflits, des tensions. Donc toi, limite, en fait, tu dirais qu'il faut passer plus de temps à planifier, Il faut planifier ses vacances, il faut les planifier au maximum. même ses journées, quoi. C'est-à-dire que Même le ses soir, journées. Tu te couches, tu sais ce que tu fais le lendemain. Et là, les gens ils disent, ouais, allez, je verrai. Non, non, prenez le temps de bien dire ce qu'il y a à faire demain. Et Pour moi, c'est essentiel encore une fois parce qu'on arrête de dépendre de la motivation. Si chaque matin, tu vas te poser la question de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, déjà, tu vas brûler des calories juste à réfléchir à quoi faire. Tu auras tendance à aller plus sur ce qui te plaît davantage sur ce que tu dois faire. Ah là, oui. Et en plus, tu vas activer ce qu'on appelle le phénomène du paradoxe du choix, qui a été démontré par Paris Schwartz, qui démontre que plus on a de choix, plus il est compliqué de décider. Et souvent, les gens qui s'organisent justement au jour le jour fonctionnent par des to-do list. Une to-do list a le désavantage de son avantage, c'est être infini. Donc naturellement, quand c'est infini, tu as une infinité de choix face à toi. Tu sais jamais quoi prioriser. Et en plus, le cerveau étant prédictif, comme on l'a vu précédemment, va se projeter dans les bénéfices de chacune des tâches. Donc forcément, ça a pour conséquence, dès lors que tu sélectionnes une tâche parmi les autres, de regretter les non-choix que tu as faits. C'est comme le restaurant. Un restaurant où tu as trop de possibilités, tu commandes tel plat, mais tu regrettes les autres plats. Ouais. Parce que tu aurais aimé les goûter aussi. Et par exemple, tu vois, quand tu dis, OK, il faut marcher dans Paris pour réduire les stimuli pour la productivité. Je n'ai pas dit dans Paris. Hein. Non, mais justement, t'es là, est-ce que tu conseilles d'utiliser les outils modernes, c'est-à-dire des lunettes rouges, un casque vraiment réducteur de bruit, où tu dis, en fait, c'est contre-productif? Ça dépend des personnes. Moi, j'ai découvert récemment les AirPods. Ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais avant, je n'aimais pas parce qu'il y a des ondes. Et finalement, le filaire, c'est chiant. c'est pas que le filaire c'est chiant, ça me dérange clairement pas le filaire. Au contraire, j'ai un casque filaire chez moi pour bosser. Mais c'est plus que le bénéfice de la réduction de bruit est assez intéressante. Après, t'as des casques que tu peux mettre, c'est en mode réducteur aussi. Ouais, mais après, Ouais, quand je suis en déplacement à Paris, c'est quand même plus chiant. Moi, je le prends que pour Paris, en fait. Mes AirPods sont réservés à Paris. Ils sont réservés au train et sont réservés au transport Uber. Le train, c'est pour pouvoir bosser sans être dérangé par le bruit des rails constant. C'est incessant, c'est chiant. Encore une fois, c'est un bruit de fond qui peut être perturbant et taxant. Et le transport Uber pour faire une sieste. Donc oui, j'aime bien les AirPods dans ce sens-là, notamment pour nous couper du bruit environnant, c'est intéressant. Est-ce que c'est une solution miraculeuse? Je pense pas. Mais c'est peut-être un gadget intéressant par moment. Les AirPods à réducteur de bruit? Ouais. Ah ok, j'ai jamais testé Est-ce ça. que Non, je devrais essayer, je l'ai mis, si tu veux. Là. Avec c'est plaisir. quoi la diff? Parce que par rapport à un casque, ça change quoi? Parce que tu trouves qu'un casque, t'es trop dans Bah ta moi, bulle? quand je viens à Paris, moi j'aime bien être très, entre guillemets, minimaliste. Ah d'accord, dans ce Ça sens-là. prend ok. pas de place. C'est léger, ouais. C'est pas chiant, c'est dans ta Ok, poche, c'est beaucoup plus simple. Ok. Parce qu'il y en a qui pourraient dire aussi, des fois, quand t'es trop coupé de tous les bruits, ça peut être pas contre-productif, mais un peu dérangeant. Je sais Ça pas, peut hein. être et ça peut être risqué aussi. Ouais, oui, un Il peu. y a ça aussi. Les AirPods ont la vertu que dès lors qu'il y a un bruit sourd qui apparaît, le mode se désactive par automatisme. Ok. Ah ouais? Donc c'est intéressant. Stylé. Et quand tu parles aussi. D'ailleurs, les amis, n'oubliez pas que sur nutripreneur.com, vous avez 20% avec le code Corps Esprit 20. C'est valable une fois dans votre vie. Profitez-en pour faire le plein d'énergie, de santé et faire le plein à vos proches aussi. Et si vous êtes entrepreneur ou cadre et que vous avez besoin de perdre du poids et d'être remis en forme et d'être accompagné par des coachs,
Cliquez dans la description et voyez si vous êtes éligible pour le coaching Pareto Santé. Allez, on retourne à l'épisode. Waouh. Et les AirPods 3 qui viennent de sortir, en fait, traduisent en direct dans toutes les langues les gens que t'écoutes. Non, c'est vrai? Comment ils savent qui t'écoute? En fait, tu parles à quelqu'un, ou par exemple, imaginons demain, tu vas en Égypte, quelqu'un te parle arabe, ça va traduire ce qu'il te dit dans ton AirPod. En vrai, Il faut que j'achète Et ça. si- Ma mère, elle est VTC, des fois, elle a des étrangers. Non, Tout, mais c'est c'est incroyable. terrible, hein, c'est terrible. Et si deux personnes qui ont des AirPods 3 génération communiquent ensemble, ça va se synchroniser entre eux. Et si jamais toi t'as pas d'AirPod, en fait, sur mon téléphone, ça traduit ce que je te dis dans ta langue. Bah, c'est assez dingue, encore une fois. On a un peu Putain, dévié la du sujet, mais technologie, c'est ouais. fou. Mais ça montre bien que la technologie a des avantages. Et rappelle-moi ton acronyme pour la journée. SPAR. S-P-A-A-R. Le P, c'est quoi? Productivité. Productivité, ok. Et est-ce que tu as fini du coup cette partie-là? Ouais, c'est bon. Ouais. Comment on fait pour savoir comment on est fait? Tu as beaucoup dit, moi, mon chronotype, je sais comment je fonctionne. Comment on sait comment Alors, on le fonctionne? chronotype, il y a beaucoup de tests par rapport à ça, notamment ceux menés par Daniel Pink et par Michael Boyce. Dans leurs livres respectifs, il y a des tests à passer. Le livre de Pink, je crois qu'il s'appelle... je sais plus. Boyce, c'est quand, et Pink, je sais plus. Quoi. Bon, peu importe. Tapez Daniel Pink et Michael Boyce. Donc, il y a des tests par rapport à ça. Les tests ont forcément le défaut de leur intérêt, c'est que c'est en fait c'est un test, quoi. C'est comme ça, c'est aussi un instant T. Un test, malheureusement, il est immuable, c'est un instant T. Donc, c'est une très bonne base pour commencer, mais pas sur laquelle s'appuyer pour la durée. Donc, autant effectivement partir avec une idée préconçue de son chronotype. Si on prend Michael Boyce, il y en a 4. Je suis pas trop d'accord avec lui, mais il y en a 4 chez lui. Il y a le lion, le loup, le dauphin et l'ours, Ouais. Ouais. que vous connaissez, du coup, j'ai l'impression. Je suis assez en désaccord avec le dauphin, notamment, qu'il qualifie comme étant le chronotype des insomniaques. Ouais. Vous l'avez vu avec Aurélie, je pense, précédemment, juste avant. Je sais pas quand est-ce que sortent nos épisodes respectifs. Après Aurélie, donc t'inquiète. Ok, ça marche nickel, donc je peux me référer à elle. Ouais. Il n'y a pas de prédisposition génétique à l'insomnie. Ouais. On sait tous dormir. Et en fait, le problème avec Breuil, c'est son approche, c'est qu'en étiquetant des gens dauphins, en fait, on vient simplement justifier l'insomnie. Donc, ne pas être proactif pour chercher des solutions. C'est je suis comme ça. Donc C'est- j'y peux rien, ouais. Voilà, par exemple, j'ai un métabolisme lent, je suis gros, c'est comme ça, j'y peux rien. Non, il y a des solutions aussi, quoi. Ah, bah, alors là, On justifie l'inaction, ça, j'aime pas trop. je suis tellement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, tu dis dauphin, ours et tout, mais nous, avec tu l'as aussi la bague. Ouais. J'aime beaucoup plus le modèle Vespéral extrême, Bah, Vespéral. typiquement, justement, Pink est sur ça. Il est plus sur Ok. Vespéral et ça me parle matinal beaucoup et normaux. plus. Je trouve que c'est plus concret. Pink, il est gens normaux, je crois. Je crois pas qu'il y ait de nom par rapport à ça. Les hiboux qui eux se couchent tard et les alouettes qui se lèvent tôt. C'est Toi- comme ça que lui il a décrété. Toi, t'es matin extrême ou matin Matin modéré maintenant. modéré? Avant, t'étais extrême? Oui. Et là, pour tes enfants, tu t'es. C'est ça. Ok. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais te lever à genre 5h du Moi, matin. je me levais à 5h du matin avant naturellement, oui. Ok. Bah, Meryl est matin simple Mm. et moi, je suis Vespéral simple. Ok. En vrai, ça va. Mm. C'est le. Oui, ça va, il n'y a pas beaucoup Ouais. d'écart entre les deux. Aurélie, elle est quoi? Aurélie a plus un chronotype, je dirais loup aujourd'hui, si on prend Michael Boyce, donc plus vespéral, elle est plus du soir. Ok. Après, c'est vraiment modéré, mais elle, encore une fois, en termes de productivité, tu peux la faire bosser jusqu'à 21h sans problème. Ok. Et tu bosses le week-end, toi? Je bosse le week-end, mais pas longtemps. Encore une fois, mon temps le week-end est plus consacré aux enfants et aux activités sportives telles que le pancrace que je pratique le week-end. Donc oui, je bosse le pancrace. Je connais pas. C'est comme du MMA, mais en version plus antique, plus ancestrale. Ok. MMA sans la cage et sans les coups de coude. Ok. Si je résume, c'est ça. Mm. Donc c'est plus consacré aux activités pour les enfants. Donc forcément, moi je bosse durant la sieste, mais c'est tranquille. Et tout à l'heure, on a parlé un peu de motivation. Tu sais que ça Ouais. se travaille, c'est comme un muscle. Et tu vois, là, j'en ai parlé un peu au début, mais on va rentrer dans la période hivernale. Je sais que pour Il beaucoup paraît. de gens, c'est dur parce que justement, tu te lèves, il fait nuit, tu t'as fini ta journée, il fait nuit, donc tu vois même pas le soleil. Mm. Ou alors, il faut sortir le midi et tout, mais tu vois beaucoup moins le soleil. Donc toi, tu dis qu'avec cette méthode-là que tu as appliquée, que ce soit été comme hiver, c'est facile ou tu es plutôt du genre à dire on s'adapte aussi en fonction du temps, de la lumière, la luminosité. Non, mais comme toujours, moi je reviens au règne animal et puis à tout ce qui est, on va dire, évolution. Mm. On n'est pas fait pour bosser l'hiver, faut dire ce qu'il y a, c'est aussi bête que ça en fait. Ah, toi aussi, tu serais pas Idéalement, on devrait prendre des vacances en hiver Ah. et puis l'été être sur le travail. C'est plus logique. Après, il fait chaud l'été aussi. Hein. Il fait chaud l'été, certes. Après, il est plus simple. Non, quoique, non. Ouais. Il fait chaud l'été, c'est vrai. Non, parce que Mais en il y a soi, les clim et tout, mais je pense T'es que quand même bosser plus sous sur 40, l'expansion l'été. Si on prend les animaux, c'est le cas. Hein. Mm. La nature aussi, elle est en pleine expansion l'été et l'hiver, c'est le repos. Mm. Donc logiquement, on est plus fait pour être comme ça. Malheureusement, encore une fois, le mode qui nous est imposé est antagoniste à ça. Moi, j'aime parler de dissonance évolutive, en fait. On met un mode de fonctionnement qui n'est pas adapté à nous. Donc, il faut trouver des solutions. Typiquement, la lampe de l'immunothérapie, c'en est une.
La supplémentation en vitamine D, c'est aussi une solution aussi, mine de rien, ça peut en être une. On vient singer un peu les choses, on vient reproduire des pseudo-comportements estivaux en hiver. Mais ce sera jamais aussi efficace. Ouais, donc limite, en fait, dans un monde parfait, décembre, janvier, j'hiberne. Enfin, genre, c'est-à-dire que je fais pas grand-chose, je suis très tranquille, je me lève quand je veux. Par contre, juillet, août, je suis pas à la plage à 14h. Ouais, je dirais tout ce qui est plus introspection l'hiver et Ok. expansion l'été, si je résume. Mais sauf que le problème, c'est qu'on fonctionne à l'inverse. Pourquoi ? Parce que les bilans financiers des boîtes, eh bien, s'arrêtent généralement le 31 décembre. Et souvent, vu qu'ils sont mal organisés, en fait, on procrastine, entre guillemets, de mars à septembre. La rentrée arrive, on court pour finir les chiffres, on bosse plus. Et ça va pas. Est-ce que pour la productivité, c'est bien du coup de partir au soleil l'hiver? Ça peut être super intéressant, ouais. Ok. Ça peut l'être. Encore une fois, c'est du cas personnel, ça dépend aussi de ton mode de vie, mais je pense que ça peut l'être. Je n'ai pas expérimenté, pour être honnête. Parce que est-ce que le fait de... Après, il y a des saisons, c'est important de les respecter. Je suis un peu, on va dire, mitigé parce que c'est quand même bien les saisons. Mais est-ce que c'est Ouais. bien pour nous? Parce que tu vois, tu es en Thaïlande, il y a moins de saisons. Donc est-ce que tu penses que c'est bien pour toi, français, ou vraiment ton patrimoine génétique a t'inscrit les saisons? Pour moi, on est quand même, de ce que je comprends et sais, on est quand même plus local par rapport à notre rythme à nous. Ok. C'est mon point de vue. Ok. Et c'est ce que je Comme comprends un encore une fois. microbiote qui est habitué en fonction de ce que tu manges depuis des années. Bah, il y a ça aussi, puis juste si on compare juste les physiques, si on prend l'Afrique et notamment l'Europe, les physiques ne sont pas les mêmes entre les Africains et les Européens. Des fois, c'est mal vu de le dire, mais c'est le cas. Typiquement, les Européens ont des mollets beaucoup plus gros et beaucoup plus hauts. Pourquoi ? Parce que le froid faisait qu'ils devaient avoir des mollets plus hauts pour préserver la chaleur, soit au contact de la glace, vu que l'Europe était plus fraîche à l'époque. Il y a beaucoup d'éléments comme ça au niveau également du stockage de la graisse. Mm. On stocke davantage que les Africains parce qu'encore une fois, on devait être capable, nous, en tant qu'Européens, à faire face tout simplement à l'hiver avec des provisions, notamment au niveau des triglycérides, etc., qui sont stockés ici. En Afrique, c'était moins le cas. Donc forcément, ça joue aussi. On est aussi le produit de l'environnement, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc effectivement, quitter son environnement, ça peut être intéressant, mais je pense qu'il y a aussi des inconvénients cachés qu'on n'a pas à l'esprit. Et c'est ce qui me pousse à dire que vivre sur Mars, c'est plus compliqué aussi qu'on ne le pense. Ah bah oui. Parce qu'en fait, on est adapté au rythme solaire. Donc on est avant tout terrien, avant d'être humain. Donc Peut-être que tu vois, sur ce côté voyager au soleil l'hiver, il y a une différence entre passer de Paris à l'île Maurice et peut-être passer de Paris à Nice, où déjà ça reste un climat hivernal, juste T'as le soleil. on a le ça, soleil. ça, je suis d'accord. Ok, parce que c'est vrai qu'avant on migrait quand même. Mm. Et je me dis, c'est vrai est-ce que c'est viable de vivre, tu vois, genre, je prends l'Angleterre, où pendant 5-6 mois par an, vraiment, ça pleut. Je me dis, est-ce que on est vraiment fait pour vivre dans des pays comme ça à l'année? Ou même Lille, hein, j'adore les Lillois, j'adore votre ville. C'est vrai qu'il pleut beaucoup quand même, tu vois. Bah, ouais, je sais pas, si tu regardes la Bretagne, si tu as le plus gros taux d'alcoolisme et de dépression, donc peut-être. Non, mais c'est vrai en plus. Mais oui, C'est pas plus se gratis, consoler différemment. c'est une réalité en fait. Mais tu vois, si on prend le cas de l'Angleterre, ils mangent beaucoup plus tôt que les Français aussi. ouais, Donc ils ont un mode de vie aussi qui est adapté à ça. Les C'est pubs ferment à 20h en général, Ça me forcément. choque. Et ils finissent au boulot plus tôt. Donc en fait, on s'adapte aussi aux conséquences, aux contraintes qu'on a autour de nous. Ouais, ils ont fait. Enfin, il y a plusieurs milliers d'années, enfin, peut-être centaines d'années, ils ont fait en sorte de s'adapter en fonction. Naturellement, de ça. encore une fois, ça reste inconscient. Ouais, donc toi, vraiment, la productivité, c'est se connaître soi. Comment, dans ce cas, tu vois, une fois qu'on a fait plein de tests, que Ouais. du coup, toi, tu sais quand te lever et tout, je peux être sûr d'avoir trouvé le bon fonctionnement. Comment je peux pas être sûr de me dire, tiens, je suis bien à 80%, mais je pourrais aller chercher le 100%? Comment tu sais que toi, c'est parfait pour toi et que tu peux pas mieux faire quelque chose? Tu peux toujours faire mieux. Ok. C'est toujours possible, je pense, mais comme j'aime souvent le dire, tu parles du 80-20 de la santé avec le Pareto. En fait, il est beaucoup plus simple de passer de 0 à 80 que de passer de 80 à 100. C'est ouais. Sur n'importe quel domaine, les 20 derniers pourcents, ils sont exponentiellement plus durs que les 80% précédents. Est-ce qu'il faut viser le 100%? Je suis pas sûr. Est-ce que Ça demain arrive être un dans un Elon champ Musk? En fait, il y a beaucoup de sacrifices que je veux pas faire non plus. Ouais, quel est le prix à payer, quoi. Moi, on m'a posé la question sur un podcast précédent, on m'a dit pour atteindre les 100%, tu fais quoi? Bah, je redeviens célibataire, j'ai plus d'enfants. Et là, je pourrais l'être, naturellement. Quand on s'accorde du temps avec Aurélie l'un sans l'autre, parce qu'on le fait très souvent, on est beaucoup plus efficace. Mais est-ce que je suis prêt à sacrifier ma paternité et ma compagne pour ça? Pas du tout. Parce que ça se trouve, en fait, ça te rendra triste et tu seras même pas Il y productif. aura forcément d'autres conséquences derrière. Mais t'as dit Elon Musk là. Moi j'ai une question à te poser parce que tous ces gens ont l'air très productifs, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même recours à certaines substances. C'est un sujet un peu tabou, donc je vais y aller dans l'entrepreneuriat. Je sais pas si tu me diras ce que tu en penses et toi aussi. Moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui. Je me rappelle cette fois, on avait fait une conférence avec Meryl d'un mec, tu vois, il avait fait une boîte à 100 millions, une deuxième boîte à 100 millions. Il dit Moi j'ai un secret, en fait, j'ai un chronotype qui fait que
il me manque. Non, vraiment, qu'est-ce qu'il dit? Il me manque un chromosome. Ce qui fait que je peux dormir 4 heures par nuit et être super productif. Ça existe, oui. Ouais. Mais tous les entrepreneurs l'ont comme par hasard. Tu vois. Oui, ça oui. Ouais. Oui, J'ai un je peu sais, de parce mal. que c'est 0,01% des gens Voilà. qui l'ont, je crois. en Mais plus, comme dans par les hasard, dans le monde du business, Oui, à oui. Paris, tout le monde l'a, tu vois. Oui, jusqu'à atteindre 40 ans et tu meurs. Exactement. Mais oui. Et le mec, il te dit ça, donc il parle aux jeunes comme ça, parce qu'il avait genre 40-45 ans, et donc tout jeune, il dit ah putain, ouais, de ouf et tout. On est en off, rail de coke. Ouais. Et je dis, mais en fait, c'est ça qui t'a fait tenir, frérot. Ah oui. Pourquoi tu. Complètement. Et en fait, j'aimerais aussi casser ce mythe de la productivité, peut-être qu'on. Des mecs qui bossent, qu'on voit partout. Ouais, qu'on idéalise. Ouais, qu'on idéalise. Attention à ce qu'ils prennent aussi derrière. Je dis pas que tous les mecs productifs prennent de la cocaïne, la preuve en est. T'en sais rien. C'est vrai que je t'ai pas posé la question. Mais tu vois, est-ce que tu penses qu'aussi il y a ce truc-là? Parce que des fois, t'as des mecs. Voilà, je pense que. Non, mais il y a 3 choses, je pense, par rapport à ça. Déjà, il y a le biais du survivant. C'est énorme. On voit que ceux qui ont réussi, Bah pas oui. ceux qui ont échoué. J'adorais un podcast qui interviewe tous les gens qui ont échoué. Ouais, c'est super. Après, il faut les trouver parce qu'on les voit pas. Mais c'est bien Ouais, ça le il problème aussi. Ils aient envie de parler. Ouais, Et c'est c'est qu'on les voit pas. intéressant. Pourquoi t'as échoué, tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé? Complètement. Donc, en fait, par rapport aux mecs dont tu parles, combien, entre guillemets, ont craqué bien avant qui avaient ce même mode de vie? On ne peut pas le savoir. Ensuite, deuxième élément, effectivement, c'est que ces gens-là, selon moi, en fait, contractent une dette envers le vivant. Le vivant, il a ses règles, en fait. C'est-à-dire que l'humain a ses règles, etc. Et une dette envers le vivant, c'est comme une dette envers la banque. Il faut la rembourser un jour. On n'est pas sûr que ce mec-là, dans 10 ans, et je lui souhaite pas, hein, ait pas un gros problème de santé. On le voit très souvent avec les entrepreneurs et les cadres qui prennent des vacances, qui, comme par hasard en vacances, ont le dos bloqué ou sont malades. Pourquoi? Parce que durant des mois, ils tiennent avec l'adrénaline qui vient masquer la douleur. Ouais. Une fois que les vacances arrivent, il y a un relâchement du corps, donc l'adrénaline, simplement, ne fait plus office de barrage, et toutes les douleurs arrivent. C'est comme ça. Ouais, ça, c'est tellement tout le temps. Et enfin, ouais, complètement. Et troisième élément, enfin, c'est qu'est-ce que tu veux incarner comme message? Moi, de prendre de la coke et avoir des enfants, etc., pour moi, c'est pas un message que je veux incarner. Je peux non plus être le mec qui fait des restos constamment à l'arrache, qui mange n'importe comment et qui est obèse. C'est quel message tu veux incarner, tant physiquement que cognitivement, qu'au niveau de ton style de vie quand tu as des enfants. Et pour moi, c'est le plus important aujourd'hui. Et je veux pas incarner, encore une fois, le mec qui se dope et qui se drogue et qui met en péril sa santé pour des chiffres. Ouais. Ouais, bah c'est pas. Oui, c'est qu'on est dans une société où c'est l'image, mais on voit pas le derrière, quoi. C'est un peu comme l'iceberg, quoi. Tu vois la Complètement. pointe, mais tu vois pas le dessous, quoi. Moi, je veux inspirer mes enfants par mon comportement, par mon physique, par tout ça. C'est Pas par fort, les mots. ça, je veux inspirer. J'ai beaucoup de mecs qui viennent me voir en coaching. Et en fait, le déclenchement, c'est j'ai eu un enfant en bas âge. Ouais. Et en fait, déjà, je veux pouvoir jouer avec lui sans être essoufflé. Mais je me dis, si je suis sa référence, il faut qu'il me voit bien. Pas forcément, tu sais, The Rock, mais au moins fit. Il faut incarner le héros que tu veux que ton enfant voudra être. Puis déjà, si t'es en confiance avec toi-même, tu seras en confiance avec les autres, quoi. Complètement. Tu porteras beaucoup mieux. Non, puis t'as une fierté aussi qui se Ah dégage ouais. dans le regard de ton fils. C'est super important. Moi, j'ai des enfants, ils sont fiers de m'avoir comme père, j'espère, et ce qu'ils disent assez souvent. Et ça joue quand même beaucoup. On les invitera en podcast dans quelques années. Ça va être trop chou à voir. Plaisir, j'adorerais. Mais vraiment, et ça aussi, c'est intéressant pour les gens qui parlent de santé comme vous, et notamment de physique, etc., parce que le physique est super important. De la façon dont on éduque nos enfants avec Aurélie, effectivement, c'est que des repas faits maison. Il n'y a pas de sucré le matin, c'est des œufs, etc. Des choses saines, selon nous, pour eux. Eux, ils voient ça parfois un peu comme étant un sacrifice. Et ils te le disent, Surtout le plus grand. Ah ouais. Bah, parce je qu'ils veux voient pas les que des copains. céréales, mais en fait, voilà, effectivement, je vois les copains vont au McDonald's, les copains ont des barres chocolatées le midi, etc. Sauf que je profitais de l'été pour parler à mon grand qui maintenant va sur 7 ans. Je dis, ok, Nathan, juste maintenant, on est à la piscine, observe les gens autour de toi. Observe les papas, observe les gens, observe l'état de forme. Regarde-moi, regarde ta mère, regarde-toi. Tire tes conclusions. En fait, il faut juste inspirer. Il faut arrêter d'être dans cette notion dogmatique de fais ça, fais ceci. Non, juste commence par le faire toi-même. Et après, tu vas rayonner, je pense. Tu penses pas t'as peur qu'il développe des TCA, genre dès qu'un jour il a une carte bancaire, qu'il a acheté tous les McDo du monde pour rattraper? Est-ce que de temps en temps tu lui dis, allez, je te fais un McDo? Non, mais on fait des repas plaisir, ça arrive. Non, mais genre, est-ce que des fois tu dis, allez, tu sais quoi, gros Kinder, juste pour pas qu'il se dise toute sa vie. Alors, il en a parfois, très clairement. Il en a Ok, parfois. d'accord. C'est pas encore une fois le quotidien. Il y a des jours dans la J'imagine. semaine où il en a. Ok. Je pense que c'est entre guillemets important, ne serait-ce que par besoin aussi de conformité sociale. Parce que Tout s'il y a est- tous les copains et tout, c'est vrai que tu C'est peux être exactement frustré, ça. quoi. Mais aussi, mine de rien, qu'on lui fait remarquer l'état de forme de son père, de sa mère, de son frère et de lui, bah, c'est sans équivoque, quoi. Ouais, parce qu'en fait, tu lui fais conscientiser du pourquoi, du comment, c'est comme ça, c'est pas juste. Bien sûr. C'est comme ça et c'est tout, tu sais pas pourquoi. C'est vrai que l'enfant, il est hyper intelligent, il faut comprend. bien sûr, il faut comprendre le pourquoi. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus simple pour lui. Ok, j'ai pas ça, mais en même temps, si j'ai ça tout le temps, bah, je ressemble à ça, donc pas ouf, quoi. Et en plus, un enfant, vraiment, le plus important, c'est le capital qui va se bâtir durant les premières années de sa vie. Autant être, entre guillemets, extrême au départ, jusqu'à ses 3 ans, pour son microbiote, Ouais. pour sa santé, pour tout,
et après lâcher un petit peu du lest et du mou, plutôt que de lâcher du mou du lest depuis le départ. Je vois combien d'enfants qui tournent au jus de fruits dès la naissance. J'ai un des amis de mon fils qui n'a pas d'eau en journée, il a que des jus d'orange. Les comportements sont délétères. Après, on vient commencer à dire que mon enfant est TDAH, qu'il est au potentiel émotionnel. Non, ton enfant est juste addict au sucre et il comprend pas ses émotions. Ça n'a rien à voir. Je pense qu'il y a beaucoup de TDAH qui manquent juste de sommeil. Ouais, de sommeil et possible une bonne alimentation. Ouais. Mais c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, aussi se mettre une étiquette, je suis insomniaque. Oui, ça, l'étiquetage, c'est terrible. Hein. Puis on a des référentiels bas, quoi, aussi. Hein. Oui, juste avoir les prises de sang et les moyennes des prises de sang pour se rendre compte. Hein. Ouais. C'est pris sur la norme française, autant dire qu'on voit les gens dans les rues. Oui, t'as pas envie de leur Je veux pas être dans cette norme, moi, personnellement. C'est exactement ce qu'on se dit. Tu prêches des convaincus. D'ailleurs, pour la vitamine D, moi, quand j'ai fait mes prises de sang, je fais tous les 6 mois, tu vois. Et j'étais dans la moyenne, alors que je me supplémente tous les jours, sauf au mois d'août. Et que tu prends plus. Et que je prends plus que ce qu'il faut. Et après, je leur fais, et je suis arrivé au max de ce qu'il fallait. Le médecin m'a dit attention, faut pas dépasser. Je dis mais mec, genre, tu sais, entre le max et la toxicité, il y a beaucoup plus qu'entre le max et le minimum. Bien sûr. Et moi, ce qui m'avait choqué, c'est qu'à un moment, j'avais le fer qui baissait un peu. Mais tu sais, ça va, je suis dans la norme. Alerte-moi quand même, parce que chaque prise de sang, je perds 10% de fer. Donc, à ce rythme-là, oui, mais ça va, monsieur, vous êtes dans la moyenne. Ouais, mais je perds 10% tous les 6 mois. Donc, c'est inquiétant pour moi, tu vois. Enfin, c'était inquiétant. Donc, d'ailleurs, je pense que c'est une bonne façon d'être plus productif aussi, de faire une prise de sang, voir l'état de son corps à l'intérieur. Où tu dis de toute façon, prise de sang à l'instant T, ça vaut pas le coup. Non, je le fais, mais avec quand même deux éléments à modérer. Premier élément, c'est une photographie à un instant T, une prise de sang. Également, cette photographie est prise dans un cadre qui n'est pas le cadre naturel. Parce que le cortisol, on le sait très bien, intervient dans la réponse au stress. Si tu stresses pendant ta prise de sang, ton cortisol sera plus élevé. Ouais. Forcément, c'est pas naturel une prise de sang. Et après, surtout, l'écueil dans lequel ne pas tomber, c'est ce qu'on appelle la loi de Goodhart. Il ne faut pas que la mesure devienne l'objectif. Parce que sinon, c'est délétère. Si ton but, c'est simplement augmenter tes marqueurs métaboliques, tu n'as aucun intérêt. L'exemple que j'aime bien prendre pour expliquer un peu la perversité un peu de cette loi-là, c'est le baccalauréat. Tu dis, OK, on vise justement comme objectif, comme résultat, le fait d'avoir du 100%. Le meilleur moyen, c'est quoi? C'est de baisser les critères de mesure. Donc, effectivement, dès lors que l'objectif devient simplement, qu'une mesure devient un objectif et un résultat, ça ne marche pas. Parce qu'on va tricher pour l'obtenir. Et toi, par exemple, avec ta bague connectée, t'as pas cette sensation de les métriques, les stats, les machins, t'es pas genre un peu matrixé par ça, ou ça va, t'arrives à prendre du recul et pas te dire j'ai eu une nuit comme ça, donc... Ouais, c'est intéressant. On en revient au cerveau prédictif de Carl Friston qui veut coller à la réalité qu'on vient lui imposer. Effectivement, tu penses avoir bien dormi, ta montre ou ta bague te dit que c'est l'inverse, ton cerveau voudra coller à cette métrique-là et donc baissera tes niveaux d'énergie parce qu'on a donné l'information que tu as mal dormi malgré tes ressentis, ce qui n'a aucun sens pour information. C'est ça que c'est bien de regarder ça le soir, des fois. C'est pour ça que je regarde le soir. Okay. C'est ça. Mais tu vois, c'est intéressant parce que du coup, inconsciemment, tu conditionnes ton cerveau à pas avoir une super journée. Alors, comme tu dis, le ressenti est bon, mais parce que la métrique dit que non, t'es pas productif. Complètement. Quoi. Mais vraiment, la seule métrique que je traque avec cette bague-là, moi, c'est l'activité principalement et je suis à 100% quasiment tous les jours. Donc, je m'inquiète pas trop. Après, tu peux la régler, l'activité. On la règle dans l'activité, ça. Tu peux mettre les nombres de pas. Ouais, c'est vrai que l'activité, tu peux changer. Tu peux la régler. Moi, je pris les verres de base. Non, mais c'est vrai que tu peux facilement, en fait, artificiellement aller à 100 ou 80. Les verres de base, effectivement, je peux mettre 200% par jour quasiment. Parce que je pense qu'elles sont assez faibles. Ouais, nous, c'est ça à peu près. Peut-être entre 150 et 200% par jour. Et tout à l'heure, tu as dit que toi, tu pourrais bosser 1h30. Mais du coup, t'en penses quoi des workers à 70 heures par semaine? Est-ce que tu dis, voilà, tu lances un projet pendant 2-3 semaines, c'est quelque chose qui est viable, ou tu dis, en fait, il y a une différence entre travailler et être devant son écran? Il y a forcément une différence entre les deux. Hein. Après, je pense que déjà, c'est une phase par laquelle on doit passer pour tâter un peu les extrêmes. Ouais. Pour moi, je pense qu'il faut dans sa vie chercher l'extrême avant de revenir au centre progressivement pour savoir ce qui fonctionne ou non pour nous. Vous l'avez vécu, je pense, vous en coaching. Tu cherches le point d'inflexion où en fait, tu as tellement de clients, tu n'arrives plus à gérer. Et c'est là que tu te dis, OK, je sais que mon maximum, c'est ça. Du coup, je le rétrograde de X pour après me dire, OK, là, c'est jouable. Et je me sacrifie pas pour mes clients, entre guillemets. Parce que si je me sacrifie, je serai pas efficace avec eux non plus. Et en plus, j'incarne pas le message que je donne à mes clients. Donc, tout simplement, je pense qu'on peut passer par des phases comme ça, si elles sont limitées dans le temps, s'il y a un repos compensateur aussi derrière. Et ceux qui bossent 10-15 heures par jour, ça existe. Sur la durée, ça tiendra pas. Et encore une fois, est-ce qu'ils bossent réellement des résultats ou est-ce qu'ils bossent pour bosser? Il y a une vraie différence. Ok, donc toi, tu dis aussi, ce qui est important, c'est savoir pourquoi on bosse. Savoir pourquoi on bosse, effectivement, et si on bosse réellement sur les choses importantes. Donc toi, pourquoi tu bosses?
Bah, moi, je bosse pour 2 éléments. Moi, j'ai un mantra, on va dire, qui est santé-sécurité, quoi. À la fois pour moi, pour mes proches, pour mes enfants. Donc tu te dis, il faut que j'accumule du capital. Capital, qui soit placé, etc. Mais aussi que j'ai le penchant santé, du coup. Qui fait que je peux pas non plus, du moins, pas que je peux pas, ce que je pourrais, mais trop bosser parce que ça devient délétère par rapport à la santé. Nous aussi, on se rend compte heureusement qu'on bosse dans la santé, parce que sinon, moi, je pense que je pourrais. Même encore une fois, il n'y a pas d'enfants et aussi vous êtes plus jeune que moi. Ça joue quand même pas mal. Moi, je me rappelle quand j'étais salarié, je bossais avant d'aller au boulot, je faisais mon sport, je bossais sur mes projets durant mon boulot, plus mon boulot. Je rentrais le soir, je bossais encore jusqu'à minuit, 1h. Mais genre vraiment. Mais je pouvais tenir à l'époque. T'as 33 ans. Ouais. J'en ai 26. Ouais. Tu sens une vraie fatigue. Encore une fois, moi, quand mon premier fils est né, durant 2 ans, il n'a pas dormi. Ah oui. Oui, du coup. Donc ça joue pas mal dans le Oui, facteur c'est fatigue. Le second a dormi assis durant 6 mois. Parce qu'il avait des vomissements, des régurgitations. Donc je dormais assis avec lui. Et dormir assis, c'est pas très pratique. Donc pendant quasiment 2 ans et demi, j'ai pas eu un sommeil complet. Et là, ça fait environ 6 mois que mon fils, le plus jeune, se réveille toutes les nuits. Okay. Donc forcément, il y a aussi une dette en plus physiologique qui est créée. Impossible Donc ça joue. de changer le réveil de l'enfant. Enfin, genre... Bah si, ça se joue, ça se module. Mais encore une fois, quand tu as été habitué à te réveiller par toi-même, avec un quota de sommeil, avec plus d'énergie que tu avais aujourd'hui, naturellement, c'est différent. Des fois, ça se joue, des fois à 10 minutes près, toi. Vous le savez très bien, ça. Tu dors, etc., quelqu'un te réveille. En fait, tu sais que 10 minutes après, le réveil aurait été parfait en naturel. Mais tu perds tes 10 minutes nécessaires pour justement bien finir ton cycle. Ouais. Et ça peut jouer énormément. Surtout sur la durée, enfin encore tout sur la durée. Quoi. C'est Ouais, pas une fois la fréquence, tu veux dire, la oui. fréquence, voilà. Parce que si effectivement, autre élément, il y a la durée du sommeil qui est importante, mais aussi quand est-ce que tu te réveilles. Ça, on le voit la nuit quand t'as un enfant. Si t'es réveillé entre 2 cycles, ça va. En plein sommeil profond, accroche-toi. Et encore, quand dans la nuit. Aurélie, si elle est réveillée en début de nuit, ça va. Moi, c'est terrible. En fin de nuit, c'est terrible pour elle et moi, c'est OK pour moi. Donc c'est le premier canton qui se lève, quoi. Ouais, ou selon la force de l'autre. Ouais. Des fois, tu veux pas te lever. Tu ne peux pas. Et tu fais semblant, du coup, de pas entendre. Ça, faut pas lui dire. Je prends note, Jérémy, je prends note. Et je suis sur mon ordi, comment je sais quand est-ce que là, alors, il y a la règle des 1h30, 20 minutes, mais tu vois, imaginons au bout de 45 minutes, je suis en train de flancher. Est-ce qu'il y a des signes, par exemple, tu te mets à avoir trop d'idées qui viennent, tu te mets à ouvrir trop de fenêtres en même temps. Est-ce qu'il y a un signal qui te fait dire, mec, prends une pause et rebosse après? Il y a des signaux, mais pour des gens quand même comme vous et moi qui aimons ce que nous faisons, ils sont compliqués à percevoir. Alors pour les autres, ce serait quoi les signaux, par exemple? Mais encore une fois, de l'instabilité, de la fatigue, du multitasking. Je veux faire autre chose. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, je fais des erreurs, je suis moins concentré et je suis plus éparpillé. Parce que des fois, c'est dur aussi ce qu'on fait, on n'aime pas. Enfin, il y a des tâches qu'on aime moins et du coup. Il y a d'autres solutions, on peut en parler après par rapport à ces tâches en question. Mais vraiment, j'aime la notion de timing, en fait, de timer les choses. C'est con, mais c'est objectivé. 1h30, encore une fois, c'est dogmatique, c'est empirique, mais c'est une bonne base de travail pour commencer. Potentiellement, toi, c'est 1h20, toi, 1h40. Ouais, ça dépend. Mais c'est intéressant de te dire, OK, au-delà d'1h30, je sais que si je continue, au bout d'un moment, je vais faire plus d'erreurs qu'autre chose. Ouais. Autant couper durant 10 minutes, potentiellement aller me faire un café, aller marcher, faire 2-3 pompes et recommencer. Juste pour couper cette notion de travail, pour passer à autre chose avant de repasser au travail. Mais là, je vois aussi l'importance de l'environnement parce que tu vois, tant là, ils habitent, je sais pas, au 4e étage, tu te dis, je vais marcher, donc ok, je mets mes chaussures, je sors, je marche, je remonte. Ah oui. Ça peut être vu comme une énorme perte de temps aussi, tous ces enseignements de choses à faire, quoi. Ouais. Pas perdre de temps, mais peut-être plus de friction. C'est plus la friction, je pense. Et du coup, quand c'est dur, est-ce que la productivité peut m'aider à accomplir une tâche? Qu'est-ce que tu entends par dur? C'est une tâche complexe qui demande de la réflexion, je trouve pas ce que je veux, ou alors je dois, je sais pas, changer quelque chose sur le site, c'est technique, il y a du code à faire, je trouve pas. Alors, dur mais plaisant ou dur mais chiant? Les deux. Ok. Dur mais chiant, simplement, ce qui est bien, c'est regrouper la tâche que tu fais qui te plaît pas avec un élément qui te plaît. Un bon café, une bonne musique ou dans un lieu sympa que t'aimes bien. En fait, souvent, une tâche est perçue comme étant chiante, inintéressante ou sujette à procrastination quand t'as pas de plaisir immédiat pendant l'exécution de la tâche. Donc, tu cherches un petit plaisir immédiat, sans pour autant qu'il soit délétère ou malsain. Même si c'est une friandise que t'aimes bien, pourquoi pas la réserver quand tu traites tes impôts, toi. Tu dis, ok, là, c'est le temps impôt, j'ai mon petit gâteau que j'aime bien, une éclair au chocolat, peu importe. C'est antagoniste à la productivité, mais parfois, pourquoi pas, effectivement, se l'octroyer pour être efficace sur la tâche en question. Ok. Pourquoi pas. Après, quand c'est compliqué et complexe, encore une fois, tout dépend du timing de productivité. Tu seras beaucoup plus capable de faire une tâche complexe quand tu es physiologiquement capable de la faire. Moi, ça va être le matin, encore une fois. En effet, si tu fais ça l'après-midi, tu auras plus de mal à le faire.
Parce que l'effort à réaliser, en fait, sera supérieur à tes capacités pour le faire. Donc le timing joue beaucoup. Ouais. Je pense qu'on le ressent tous, des moments où on sent... par exemple, moi, le soir, jamais je peux mettre sur un truc hyper productif. Complètement. Et aussi, un autre élément intéressant, important, c'est en amont de la tâche complexe et compliquée que tu mentionnes, c'est de tout préparer en amont. Par exemple Moi, j'aime bien le modèle, forcément, je vais en oublier, c'est obligatoire, QQOCQP. C'est un modèle issu de la qualité. En fait, on se pose 6 questions pour déterminer un problème ou une qui, solution. quoi, où, comment, c'est ça, ouais. C'est ça, quand, pourquoi, etc. Et moi, quand je planifie mes tâches, effectivement, j'aime me poser ces 6 questions-là. Comme ça, en fait, une fois que je passe réellement à l'action sur la tâche en question, admettons que j'ai planifié à 3 semaines en arrière, c'est possible parfois, dans ma stratégie à moi. Quand je retombe dessus, j'ouvre le document lié à la tâche et en fait, j'ai la réponse aux 6 questions. Je sais ce que c'est, pourquoi je le fais, à qui je dois faire appel, quelles sont les ressources qu'il me faut, etc. En fait, tu as déjà conditionné un environnement de productivité pour déjà limiter la friction, pour juste te rappeler la tâche ou pour récupérer les éléments que tu as, dont tu as besoin pour la faire. Donc ça joue aussi beaucoup. Tu me parles d'un problème informatique, entre juste j'arrive, je vois un document, j'ai tout, et juste j'arrive, je dois chercher les informations pour commencer à le résoudre. Déjà, tu brûles beaucoup de calories d'énergie juste à chercher les informations. Donc toi, tu te prépares un document où tu dis le jour où j'aurai cette tâche à faire. Ouais, en fait, je me suis créé une application grâce à l'IA, un planificateur à 12 semaines, où dedans, j'ai intégré ces 6 questions-là. Okay. J'ai créé mon SaaS personnel, en fait. Et tu penses quoi du conditionnement mental ? Par exemple, tu sais que ça va être un effort qui va être dur, intense, ça peut être au sport ou au travail. Est-ce que tu trouves que c'est pertinent de se dire ça va aller, c'est facile et tout ? Enfin, à quel point le conditionnement mental peut jouer sur l'effort et la réalisation de ta tâche ? C'est super intéressant. Après, si tu dis simplement je vais réussir et je vais y aller, si tu sais au fond de toi tu vas pas réussir et tu vas pas y aller, tu le feras pas. Donc ça peut aussi jouer. Je pense que la meilleure solution par rapport à ça, c'est plus tenir un journal potentiellement de victoire sur les tâches compliquées et de t'y référer avant de passer sur une tâche compliquée. Admettons que tu me parles d'un problème informatique, que tu l'as résolu il y a 5 ans en arrière, que tu l'as documenté, tu as su que tu as pu le faire, tu le lis, tu t'en rappelles, et du coup tu vas te mettre dans les bonnes conditions pour te dire ok, si je l'ai fait il y a 5 ans en arrière, je peux le faire aujourd'hui. Je vois plus comme ça. Okay. Après, je suis pas préparateur mental. J'ai donné des cours en école de préparation mentale, mais je suis pas préparateur mental. Ok, non, mais je sais pas, c'était pour... je pense mais ça joue forcément parce qu'en fait, on revient au cerveau prédictif de Carl Friston et à l'étiquetage. Si devant une barre de musculation, tu te dis c'est impossible, tu viens conditionner ton corps pour ne pas la faire. Pourquoi ? Parce qu'en aucun cas, ton cerveau irait allouer de l'énergie sur une tâche qui lui semble être impossible. C'est du gaspillage. Donc forcément, si tu te conditionnes négativement, tu auras plus de mal à le faire. Ouais. Donc autant se conditionner positivement. Et est-ce que tu changes toutes tes routines de productivité selon la saison aussi ? Je les modifie légèrement, on va dire. Okay. C'est plus une notion de timing après. Ouais, c'est plus ça. Plus qu'autre chose. Du coup, toi, quand tu te lèves, je peux pas t'appeler, t'es en mode avion. Bah, tu peux essayer de m'appeler, mais je répondrai pas. Est-ce que tu te dis, allez, à je sais pas, midi, j'enlève le mode avion, je lis mes mails, et genre avant, t'es injoignable ? Je suis très peu joignable. En fait, je suis pas en mode avion. J'ai la fonction sur l'iPhone classique, soit ne pas déranger, soit une nouvelle fonction un peu IA maintenant qui filtre les appels. Parce que je pars du principe que si l'école m'appelle, mes grands-parents m'appellent, ma mère m'appelle, Aurélie m'appelle, c'est qu'il y a une urgence. Filtre les appels. Attends, le ne pas déranger, je l'ai, et tu peux choisir en fait. Ouais, qui te dérange. Et aussi, tu as une option interruption des. Attends. Tu l'as ? Bah, je l'ai forcément ici. Ça s'appelle, c'est le mode réduire les interruptions qui est juste là. En fait, l'IA vient prédéterminer l'importance des appels ou des messages que tu reçois. Comment ils font ? En fonction de la quantité, de la fréquence. Ouais, du numéro, etc., la récurrence, ta fréquence potentiellement de consultation. Mais typiquement, tu as un livreur Amazon qui arrive, peut-être que l'appel passera. Parce que en fait, l'IA va déterminer comme quoi c'est une priorité. Et ça peut l'être parce que si le mec se barre ta commande, il faut aller la chercher ailleurs, autant qu'il te dérange potentiellement. Toi. Alors ça, j'ai trouvé un hack pour ça, c'est toujours se faire livrer en point relais. C'est faire quoi, tu as dit, pardon ? Livrer en point relais. Parce que les livreurs, ils viennent quand je suis pas là, ils sont odieux. Ouais. À la fin, t'avais harcelé. Ah, vous êtes à Paris. Ouais, en fait, et en plus, je trouve que tu sais, pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller marcher, c'est un bon hack de te dire point relais à 15 minutes, ça t'oblige en fait quand t'es en métropole. Oui, parce que toi, le point relais, il a 3 heures, quoi. Disons pas, il a à 5 minutes en voiture, je dirais. Mais ça nécessite la voiture et j'ai pas envie. Non, mais carrément. Parce que là, encore une fois, on en revient à la friction. C'est plus important. Mais en métropole, ça c'est vrai. Et toi aussi, moi aussi, j'ai beaucoup de livraisons de frais parce que je suis abonné forcément à Feroz Food, la marque de mon ami David Nicolas. On va recevoir ce podcast. Que vous allez recevoir et ça va être un super épisode, je pense. Et en fait, simplement, la livraison en surgelé. Je peux pas la louper. Donc, t'as pas le choix. Bien sûr, non, mais des fois, il y a des voilà, donc choses effectivement, d'où ce mode-là qui est intéressant. Le mode avion pur, pour moi,
il est bien quand tu es célibataire potentiellement. Non, mais je suis d'accord. Moi, je me dis, si quelqu'un de ma famille m'appelle, il faut que je puisse savoir. Mais ne pas déranger, choisir qui. Voilà, ça joue aussi, pas c'est mal aussi. le même mode à peu près. Un peu plus permissif, mais c'est le même mode. Par contre, ne pas déranger, t'appelles 2 fois, tu le fais sauter. Donc quand t'appelles 2 fois, généralement, c'est qu'il y a aussi une urgence. Ou que le mec est bon en prospection. Ouais, auquel cas je raccroche. Et t'avais une question ou pas? Non, Juste, non. excuse-moi, j'ai pas trop compris en fait le qui, Dis-moi. quoi, ou comment. En fait, concrètement, En fait, dès que tu te fixes une tâche, tu te poses les 6 questions. ok. Donc, QQ s'occuper, donc c'est qui le fait, ou qui intervient dans la tâche. Potentiellement, c'est toi seul ou Meryl et toi, ou potentiellement vous et votre commercial, etc. Peu importe. Le quoi, c'est quel est le livrable que tu attends pour la tâche. Déterminer précisément qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qui fait que ce sera un succès en termes de réalisation. Qui, quoi, le où, c'est où tu le fais. Potentiellement soit sur ordinateur, soit dans un lieu physique particulier, typiquement une conférence. Le comment, c'est la façon dont tu vas le faire, Ok. avec quel outil, etc. Après, il reste quoi? Il reste le pourquoi, c'est le sens. Ça, c'est essentiel, notamment parce que si la tâche fait pas sens pour toi, tu la feras pas. En effet, ça répond pas à un besoin principal, autant l'expliciter. Ça te rappelle pourquoi tu veux la faire concrètement. Et il m'en manque un, je crois. Non, mais en vrai, Peut-être que j'ai tout déjà dit. l'idée, Mais ouais, c'est ça en fait. C'est comment expliciter la tâche. Ok. Ouais. C'était en rapport ou pas? Non, je veux dire, c'est quoi ton avis sur l'IA par rapport à la productivité, sur tous les outils qu'on a aujourd'hui? C'est un super outil. Ouais. Mais encore une fois, après, tout dépend de ce que tu en fais. J'aime dire que la technologie atrophie ce qu'elle amplifie. En fait, si tu mets tout dans l'IA, en fait, tu vas arrêter de réfléchir et de penser. Donc, il faut savoir l'utiliser intelligemment et efficacement. Ouais. Et surtout, en fait, le problème avec l'IA aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes s'en servent comme étant un raccourci vers la connaissance. Sauf que la connaissance ne prend pas de raccourci. Vous avez fait des formations, vous à votre niveau pour avoir vos connaissances, vos compétences. C'est dans la douleur qu'on acquiert les compétences et les connaissances. La douleur, je veux dire, dans l'effort plutôt, je devrais dire. En effet, là, je vais citer un peu Jonathan Cohen, non pas l'acteur, mais un scientifique, qui a montré qu'il faut qu'il y ait un ratio, c'est 85-15. 85% d'apprentissage simple, conçu pour te faire progresser, le côté très dopaminergique, et 15% conçu que pour te faire échouer. Pourquoi? Parce qu'en aucun cas, le cerveau humain a besoin de retenir une information, ça ne le place pas en difficulté. Il n'y a aucun intérêt pour le cerveau de se reconditionner, de se remodeler pour un savoir qui est simple. Et vu que l'IA, c'est du pré-mâché, on se fait l'économie de la recherche, de comprendre, d'identifier, d'isoler les informations. On ne vient pas engrammer l'information. Tout à l'heure, j'ai cité peut-être une dizaine d'auteurs, c'est parce que j'ai poncé ces auteurs durant des années et des années. C'est pas l'IA qui me les donne. Ouais. Sinon, je les retiens pas. Ah, mais ça, c'est sûr. Et quelqu'un qui part en vacances, voilà, il a du mal à se remettre dans le travail après, parce qu'il s'est beaucoup reposé et tout. Est-ce que tu as, par exemple, toi, des sas de productivité où tu dis, OK, là, je reviens de 2 semaines où j'étais avec les enfants, avec la famille à la mer, et je suis trop calme pour juste reprendre le rythme. Est-ce que tu as quelque chose pour te remettre dans la boucle? Alors, je vais m'adresser, pour un entrepreneur, quand même, c'est rare. On va être transparent. Ça peut arriver. Le mais... premier jour peut être dur des fois de se dire, ah ouais, putain, il y a tout ça en fait. Ouais, mais c'est pour ça que je vais essayer d'appliquer un conseil que je peux donner à un salarié, c'est de reprendre, idéalement, un salarié qui reprend le boulot, je lui conseillerais de le faire non pas un lundi, plus un jeudi. 2 Pourquoi? jours Parce que calme et week-end. 2 jours calmes, tu reviens au bureau, tu reprends les mails tranquillement, etc. Après, tu reprends le boulot. Entrepreneur, c'est plus compliqué, ce qui bosse ce week-end. Mais effectivement, peut-être c'est commencer progressivement et doucement. Moi, déjà, ce que j'aime faire par rapport aux vacances, c'est avant les vacances, c'est commencer à se recalibrer par rapport à un rythme de travail normal. En effet, beaucoup de personnes, peut-être pas votre cas et c'est pas le mien non plus, mais beaucoup de personnes viennent dérégler leur rythme biologique durant les vacances. Ah bah, Se couchent plus tard, se lèvent plus tard, mangent avec des horaires un peu chaotiques. Donc forcément, ça vient dérégler le rythme biologique, donc on est moins synchronisé au quotidien pour être efficace et productif parce qu'il y a un chaos qui a été créé. Donc pas de notion en fait de norme, de rythme. Donc j'invite les gens qui partent en vacances à se dire ok, quelques jours avant la reprise, commencez à vous recalibrer par rapport à la reprise normale. Et déjà ça aide beaucoup. En termes de sommeil, d'alimentation et j'en passe. Ouais, surtout si, comme tu l'as dit, si tu as un rythme très chaotique entre guillemets pendant tes vacances, vaut mieux essayer de se réadapter un petit peu En fait, avant. tu te jet lag en quelque sorte durant tes vacances. Nous, on a trouvé une bonne astuce là, c'est rentrer de vacances un vendredi. Ok, Parce que, bon, on bosse week-end, mais au moins tu n'as pas les sollicitations extérieures. c'est pas faux. Et du coup, ça nous permet de pas lundi, tu sais, parce que moi, je me rappelle quand j'étais petit, tu rentres à 18h le dimanche. Lundi, 8h, t'es à l'école, ça me nouait l'estomac, tu vois. Encore plus en hiver, encore une Encore fois. plus en hiver. Et aussi, partir en vacances, pas un premier. Genre, bon, nous, on peut prendre les vacances comme on veut, tu vois. Mais ouais, un jeudi soir ou un vendredi matin. Et je trouve que ça permet d'avoir des sas de décompression où ça évite que ce soit trop brutal de. Allez, j'ouvre les mails, bam.
Parce que lundi, t'as les mails, t'as les clients, t'as les problèmes. Les newsletters, t'as t'as tout. Tout. Mm. Exactement. Le contenu à faire. Et donc, pour si des entrepreneurs qui nous écoutent, c'était un bon hack qu'on a mis en place et qu'on continue à mettre en place. Intéressant, ouais. Et, Donc, une fois aussi, c'est propre à chacun, quoi. grave. Mais oui, si ça vous convient, c'est le principal. Tu sais, puis même, on est rentré cet été, on avait fait des vacances, on est rentré un samedi matin, tu prends le temps de faire les courses, de bien. Qu'est-ce sûr. que j'ai mangé? Tiens, on va bien aérer l'appartement. Est-ce que, tiens, mais attends, ça, cette armoire, c'était plutôt pour l'été, là, on va préparer l'armoire Donc, tu d'automne. recrées en fait l'environnement pour la C'est productivité. ça, tu te prépares à aller au charbon, quoi. Parce que même quand tu es Littéralement. entrepreneur, en fait, tu te rends compte que même si tu peux décider de ton temps, tu es quand même contraint un peu du temps social, dans le sens où le week-end, dans tous les cas, sera plus calme. Donc, le week-end, tu seras plus enclin à faire des trucs plus chill, quoi. Donc, c'est vrai que, mine de rien, même si on a le temps, on peut quand même choisir des moments où c'est plus calme, dans tous les cas, où il y aura moins de sollicitations, comme là, fin de semaine ou week-end, un peu comme un salarié, mais finalement, tout le monde est un peu câblé là-dessus, tu vois. Bien sûr, Donc, complètement. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à nous dire sur la productivité? Est-ce que la fatigue, oui, j'avais juste une dernière question. Ouais, Est-ce que la fatigue, c'est bon signe? Parce que moi, je me dis, si je suis fatigué, c'est que j'ai bien bossé. Mais ça sous-entend de prendre soin de sa santé, parce qu'ils sont peut-être juste fatigués parce qu'ils sont mal dormis. Ouais, c'est intéressant, mais si tous les marqueurs sont verts, la bonne fatigue est intéressante. La bonne fatigue, c'est quoi? C'est un surplus d'adénosine. L'adénosine, c'est la molécule justement de la pression du sommeil qui vient directement, c'est un déchet de l'ATP. Bon, c'est pas vraiment un déchet, il n'y a pas de déchet dans le corps, mais c'est comme ça qu'on le qualifie. Donc oui, la bonne fatigue est un bon marqueur, je pense. Mais juste la satisfaction, en fait. C'est cool au fait que je fais un jeu, je suis satisfait de ce que j'ai fait. Ouais. Et ça, c'est un sentiment souvent qu'on oublie. On a trop tendance, souvent c'est intéressant de mesurer les choses, certes, mais aussi comme de s'intéresser au feeling. Est-ce que ma journée était ou non satisfaisante, quoi. Et ça, pour moi, c'est un bon indicateur. Ok. trop bien. Tu auras un mot de la fin pour nos auditeurs? Bah, on peut parler, on a combien de temps encore? On a encore 5 minutes, ouais, 5-6 minutes. Oh, On peut on parler a un peu des vacances si vous voulez, c'est intéressant. Allez. Alors j'aime pas le terme de hack, mais on va dire un hack pour simplifier les choses. Pour augmenter la durée perçue des vacances sans augmenter le nombre de jours en vacances. Là, il faut parler un peu de la dopamine. En effet, en fait, la dopamine module la perception du temps. Ouais. Il y a une différence entre le temps et la durée. La durée, c'est 1 heure pour tout le monde. Le temps perçu est différent. 1 heure à se faire torturer, c'est pas 1 heure à prendre du plaisir. On est bien d'accord, c'est beaucoup plus long dans la perception des choses. Il s'avère qu'on peut du coup moduler la perception du temps grâce à la production de dopamine. Et en fait, on peut appliquer ça aux vacances pour augmenter encore une fois le souvenir perçu des vacances. Donc, quand on se rappelle des vacances qu'on a passées, elles sont beaucoup plus longues que les vacances qu'on a réellement vécues. Déjà, pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce qu'en se replongeant dans les souvenirs des vacances, on va retomber dans l'état dans lequel on était. De relaxation, de détente, de charge cognitive allégée. Maintenant, la question, c'est comment faire? Beaucoup de personnes, en fait, voient les vacances comme étant une succession de je vais à la plage, je bronze, je me couche. Quand on fait comme ça, en fait, simplement, on vient créer qu'une seule image mentale qui vient se succéder et ça crée qu'une seule image mentale. Donc, en fait, les vacances, certes, c'était long à vivre à un instant T, mais le souvenir, simplement, c'est j'ai fait de la plage, quoi. Donc, aucun intérêt de s'y replonger, aucun bénéfice et zéro dopamine. Par contre, si on vient chercher à impulser des activités nouvelles durant les vacances, potentiellement tous les jours, tous les 2 jours, ça peut être des restaurants, des visites, des expériences, peu importe, on vient multiplier les souvenirs dopaminergiques. Donc, durant l'activité en tant que telle, ça va passer plus vite, la durée va se raccourcir, mais le souvenir perçu sera plus long. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on vient ajouter, très philosophiquement parlant, des années à sa vie. Parce qu'on a multiplié les souvenirs perçus dans le temps. Et en plus, on a allongé la durée perçue des vacances. Est-ce que c'est pas une course, du coup, à faire plein de choses en vacances pour... Justement, il y a un mix des deux à voir. C'est ça que j'aime bien Ok. dire tous les 2 jours, toi. Parce qu'il ne faut pas non plus, effectivement, tu l'as très bien fait remarquer, s'épuiser en faisant ça. Mais chercher à programmer ses vacances avec des nouveautés, c'est génial pour plus s'en souvenir. Et donc s'y replonger davantage. Et en plus, avoir davantage de prétextes pour s'y replonger. En effet, tu n'as fait que de la plage, tu vas dire quoi à tes proches? Tu peux pas, en fait. Par contre, tu as fait plein d'activités, tu as goûté un plat original. Moi, en Égypte, par exemple, je mange du chameau, quoi. C'est vrai, alors? Ouais. Bah toi, typiquement, c'est original. C'est un classique. Ça Poulet m'a pas en vrai. marqué spécialement. Ok. Mais toi, vu que c'est original, je m'en suis rappelé. Et je peux en parler aux autres. Même, ça fait quasiment 10 ans que j'y étais. Parce que je peux du coup me replonger là-dedans. J'ai visité, pareil, la vallée des morts, plein de choses comme ça, c'est passionnant. Et tu veux en reparler. Et encore une fois, en reparlant, tu te replonges dans l'expérience. Donc, tu as la détente qui va avec. Donc, juste enrichir ses vacances d'éléments dopaminergiques pour augmenter la durée perçue. Et du coup, juste, je rebondis parce qu'on en a vaguement parlé. Parce qu'on sait un peu, mais selon toi, c'est quoi la limite de faire trop de trucs pendant les vacances, justement? À quel point ça peut être contre-productif? Je dirais que c'est la fatigue. Après, il faut se connaître aussi, mais effectivement, si tous les jours tu vas faire une activité, tu viens faire le Mont Everest, le lendemain tu vas faire la Tanzanie, etc., ouais, tu vas t'épuiser, quoi. Ouais. Faut aussi s'écouter, il y a aussi une part juste de chill. Mais après, encore une fois, la nouveauté ne veut pas dire non plus la fatigue.
Non, je disais Quoi pas par rapport à ça, je disais juste qu'il y a des gens, c'est vrai, qui partent en vacances et 7h, il faut faire ça. Ouais, d'accord, À ok. 8h30, il faut faire ça. Ok, Et le ça planning enchaîne. quasiment militaire des Ouais, vacances. Ouais. Moi, j'aime bien, encore une fois, une journée sur deux, même tous les jours. En fait, si t'as une activité, c'est quand même plutôt chill de composer autour. Bien sûr. Et effectivement, si jamais c'est possible, pas le caler à 7h du matin. Autant profiter. Des fois, t'as pas le choix. Des fois, t'as pas le choix, ça peut arriver. Mais Oui. pas tous les jours. Mais rien que tu vois, quand on construit les vacances, j'invite de fou les gens, si vous pouvez, à pas prendre d'avion trop tôt. Parce qu'à chaque fois que moi je me dis, top, l'avion il est à 7h, on arrive, on profite. En fait, ta journée elle est cuite Oui. parce que t'es éclaté. Et je me rappelle, une fois on était allé à Séville, sieste de 2h27. Je ne peux pas l'oublier. De 15 à... En fait, je dis, ouais, super, il est 17h30. J'ai perdu une journée à dormir et bouger, quoi. J'aurais juste dû prendre cet avion à 14h30. Ça aurait été très bien. Complètement, prendre ton rythme et tout, moins te stresser aussi sur la route, etc. Prendre des risques. Ouais. Ça joue aussi. Non, mais très intéressant ce que tu as dit sur les vacances et tout. En vrai, je trouve que l'épisode était complètement différent du premier. Bah, c'est Bah, bien, tant c'était le mieux. but. Bah ouais, non, Tant mais mieux. c'est ça. Vivement qui est le trop troisième. cool. Vivement le troisième. Prochain livre bientôt de prévu ou J'en ai un qui va sortir l'année prochaine avec Pierre Dufresne, en collab? en collab sur la paternité. Oh. Oh. Sur comment aider les futurs papas à accepter la paternité, chose que je n'ai pas faite au début avec mon enfant. Genre, t'étais en mode relou, tu veux dire? J'étais en mode, je garde ma vie d'avant avec un enfant en plus. Ça oui. va être intéressant, je pense, Et à c'était faire très compliqué. déculpabiliser des gens et peut-être aussi. Ouais, en fait, on partage nos erreurs. Un livre très émotionnellement compliqué à rédiger pour moi parce que vraiment, ce fut compliqué avec mon premier fils. Et également, on va créer une académie par rapport à ça, pour les super papas, entre guillemets, avec retraite physique, etc., pour justement endosser efficacement le rôle de père, avec cette logique d'être le héros que tes enfants voudront être, Sans te tuer, quoi. sans te tuer, C'est- et en incarnant les choses. Ouais. C'est beau, hein. Franchement, Trop bien. Merci. Bravo. beau projet. Hein. Ouais. Qui sort en 2026. Et bien, ce podcast sortira en octobre 2025, donc restez à l'affût. De toute façon, on mettra tes liens en description. Ouais. Ok, Merci Jérémy, c'était trop Ouais, bien. merci à vous. Merci, Pour la nouvelle invitation. Bah, avec plaisir. Avec plaisir. Pensez à vous abonner. On vous Ouais. mettra le lien de Jérémy aussi pour vous aller Merci à vous beaucoup. abonner. On vous met les liens du e-book récapitulatif en description. Et puis, on vous mettra aussi le lien pour Nutripreneur et Pareto Santé en description. Faut- Évidemment. La description est importante. D'ailleurs, tu penses quoi de la caféine à diffusion lente pour la productivité? Je t'ai même pas posé la question. Non, la pense- café, toi, t'aimes le café? J'aime le café, j'aime le goût du café, et aussi j'ai ritualisé mon café. Ok. En effet, aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent le café par automatisme. Je mets une capsule, je ferme, ça coule, c'est merveilleux. Alors déjà, c'est merveilleux non, parce que t'as de l'aluminium, t'as du plastique chauffé, t'as un café qui est dégueulasse. Moi, j'ai ritualisé, j'ai mon moulin à café, je le moue moi-même, je le fais cuire dans une cafetière, comme vous avez, vous, je crois, une Bialetti. Ah, Donc ça prend du temps. Donc t'apprécies vraiment, t'as l'odeur qui arrive et tout, t'as un vrai rituel par rapport à ça. Et ça fait partie de mon conditionnement pour la productivité aussi. Première étape, c'est je prends mon café que j'ai fait couler le matin, je le sers, après je m'installe et je commence à travailler. Ouais. On en revient au cerveau prédictif. J'ai conditionné fait mon des cerveau bonnes pour conditions. associer simplement caféine et productivité. La diffusion longue, j'ai jamais trop essayé, j'ai jamais essayé vos produits. D'ailleurs, si je peux en piquer un au passage, ça peut être intéressant. Putain, je crois qu'ils sont vides. Ouais, C'est un faut scandale. pousser derrière. Et c'est honteux. Attends. Non, je plaisante en plus. non, Oh là. mais je pense que c'est On est en intéressant. rupture, on s'est fait dévaliser par les gens. en vrai, Pour c'est moi, c'est intéressant parce que simplement, le problème de la caféine, c'est que ça va induire un crash de caféine, notamment quand c'est mal consommé, Ouais. une fois que la demi-vie est passée, donc environ 4 à 6 heures après. Et souvent, le réflexe des gens, c'est de reprendre la café à ce moment-là, ce qui vient entamer sur le sommeil, et non pas sur la quantité, mais souvent sur la qualité, ce qui est encore plus du coup pernicieux. Donc je pense que c'est bien. Encore une fois, c'est à tester selon Ouais, les personnes, parce comme que- toujours. Mais en vrai, on a des bons retours, mais parce que justement, le but, c'était pas que les crashs créent une dépendance. Et en fait, c'est que tu peux apprécier ton café si tu prends ton Bien café. Et si tu as une énergie plus prolongée, sans avoir besoin de 5 tasses pour ressentir la même énergie, bah, du coup, ça, c'est une bonne option. Et Vous avez c'est quoi dedans? Vous avez de l'altéanine aussi en plus, non? Ginseng. Non, parce que la diffusion lente bat les effets de la L-théanine. En Ouais. fait. Ok, Là, intéressant. On a une nouvelle formule qui va arriver où on l'a upgradé Ok. avec du coup la caféine diffusion lente, le ginseng et Et la L-tyrosine. tyrosine. Donc pour le. Et le Viagra. Ouais, mais là ça va. C'est assez atypique comme formule. Ça Ok. fonctionne bien. Ça fonctionne bien. On a de bons retours dessus. Bah, tant mieux. C'est le dernier produit, je crois, Focus, non? Non, c'était la vitamine D. Ok. D'ailleurs, justement, tu sais, on parlait des doses. Ouais. Là, c'était 3 gouttes 1000 UI et là, on va passer à 3 gouttes 3000 UI. Pardon. Je t'en prie. 3008. Ok. Mais sans abîmer la qualité, parce que nous, on a fait avec une base d'huile d'olive. Très bien. Et ouais, et. Tu sais que c'est bon. Super bon. Ouais. Genre, je pourrais le mettre sur mes pâtes, tu vois. Ah, mais c'est super bon. Mais du coup, en Bah, après, fait, de la chaleur, je suis pas sûr. Mais... Non. Non, mais le plus compliqué, c'est de ne pas abîmer. En fait, les gens regardent beaucoup le petit tableau d'ingrédients, mais ils ne regardent pas la composition. Et le plus dur, c'est d'améliorer la composition sans abîmer la qualité des ingrédients et de toute la composition en Ouais, général. puis votre flacon, la vertu est opaque aussi, ce qui est très bien. Ouais, Ça ouais, évite ouais. l'oxydation par le prisme du soleil. Donc, Ah bah oui, c'est pour ça qu'on a fait tout. Ouais.
Et c'est classe. Trop T'as bien. dit un truc sur lequel je voulais rebondir. Ouais, juste j'ai une question sur le Ouais. rituel du café. Moi, j'aime pas le café, mais Ok. j'adore l'odeur. Est-ce que tu trouvais ça smart de faire un rituel autour genre de l'odeur de quelque chose Pourquoi pas? Moi, j'aime beaucoup l'aromathérapie. Ok. Les mélanges d'huile essentielle, etc. pour te stimuler et tout. En fait, dès lors que ça marche chez toi, c'est OK. Tu prends un grain de café, tu le moules dans tes mains, tu le sens avant de bosser. Si tu crées un ancrage, go en fait. Ok. Qui suis-je pour te dire non si ça marche chez toi? Ok, super intéressant. Trop bien. Bah, merci, Jérém. Bah, merci à vous. Merci C'était beaucoup. cool. Et puis Merci beaucoup. à la prochaine. Pensez À la à vous prochaine. abonner, on vous met les descriptions. Et à dimanche prochain. Salut. Salut.